Abonnez-vous. Bonjour tout le monde. Bonjour. Le 12 avril 1975, Joséphine Baker nous quittait, mais la veille, le 11 avril 1975, naissait un journaliste spécialiste des chemises à fleurs, Mathieu Suc, qui, quelle chance, est notre invité du jour. Bonjour. Bonjour Tariq. Je vous vois très très en forme dans le chat. Oui, il fait chaud. Oui, je transpire, mais bon, on n'est pas à la télé, donc je vais pas me maquiller et faire semblant. Ouais, pour l'intro, j'ai essayé de faire comme il y a 2 semaines avec Fabrice Arfi et Beyoncé, mais bon, ça marche moins bien parce qu'elle est morte, elle est pas née, et que bon, c'est Mathieu Suc. Mais bon, ouais. On fera avec, hein. Je suis un peu plus vieux que Fabrice. Ah, ça, je ne sais pas. À vous qui nous regardez pour la première fois, abonnez-vous, c'est l'émission Twitch de Mediapart, dans laquelle on invite toutes les personnes qui font Mediapart pour raconter leur métier, mais aussi leur sujet d'expertise et répondre à vos questions. Cette chaîne n'est pas monétisée, hein, parce que on veut pas recevoir de subs, qui sont les pourboires numériques de Twitch, parce que cette plateforme est la propriété d'Amazon et donc de Jeff Bezos, et que bon, on préfère pas donner plus d'argent à Jeff Bezos, qui en a déjà pas mal. En revanche, ce soir, on va parler de beaucoup d'articles de Mediapart, donc si vous le souhaitez, abonnez-vous à Mediapart, c'est quand même bien fait parce que c'est le titre de l'émission, et j'ai même Edoui qui peut le dire, vous me dites si vous entendez tout. Abonnez-vous. Normalement, vous devriez l'entendre. Donc, vous pouvez vous abonner normalement en nous soutenant, en payant le tarif réglementaire. Mais si vous le souhaitez et si vous nous découvrez aujourd'hui, vous pouvez aussi vous abonner pendant 1 mois gratuitement, si vous l'avez pas déjà fait, et ce sans carte bleue, sans renouvellement, juste en dessous de la vidéo Twitch, si vous nous regardez en direct, ce qui est vraiment sympa. Et il n'y a pas de bonne raison de ne pas s'abonner à Mediapart. Voilà, on le rappelle quand même, Mediapart est un journal indépendant qui n'a pas de subvention ni de l'État, ni du privé, des GAFAM, etc., qui n'a pas de publicité et pas d'actionnaires. Et ça a fait tiquer les gens. Les gens étaient là, mais si, vous avez des actionnaires, Xavier Niel, tout ça. Non, Mediapart n'a pas d'actionnaires, au moins depuis 2019, il me semble. Ouais, c'est quelque chose comme ça. Il y a un papier de Edoui qui raconte tout ça. Et on n'a plus de Xavier Niel. Ouf. Voilà. Alors, aujourd'hui, on a Jade Bourgéry à la modération, qu'on salue, qui est sous le pseudo Attire-Larigot. Et qui nous a déjà mis les règles, donc comme d'habitude, on s'insulte pas en général, on nous insulte pas non plus, pas d'homophobie, de racisme, de sexisme. Et à côté d'elle, il y a désormais Vincent Morel qui vient de rejoindre l'équipe de Mediapart au pôle des réseaux sociaux et qui du coup va faire des petites captures et l'aider à la modé. On l'accueille bien gentiment et bienvenue à toi. Alors, on continue avec les annonces plus ou moins gays, mais notre confrère, oh non, ça marche pas, il devait y avoir un petit bandeau, mais qui ne marche pas. Si, je sais pourquoi il marche pas. Je vais faire comme ça, et normalement, ça va marcher. Voilà. On a le bandeau. Donc notre confrère et ami Mortaza Beboudi, qu'on avait reçu dans l'ancêtre de Abonnez-vous, c'était avant Twitch, c'était sur YouTube, est encore prisonnier par les talibans en Afghanistan, n'importe quoi. Depuis le 7 janvier 2023, au moment où nous parlons, il n'a toujours pas été libéré. On pense fort à lui et à sa famille et on ne l'oublie pas. Donc voilà, vous avez normalement un article. Voilà, super. On a Jade qui a mis l'article et le parti pris vidéo de Edoui sur la question, parce que ça nous tient à cœur de ne pas l'oublier et de pas laisser cette histoire s'en aller. Ensuite, autre annonce, il y avait depuis quelques semaines le questionnaire sur cette émission. Vous avez été très nombreux à répondre et on avait dit que 2 personnes seraient tirées au sort pour gagner un livre de Edoui Plenel dédicacé, le dernier, l'appel à la vigilance. Et donc les gagnantes sont Bernadette et Manon, qui ont reçu un mail et qui vont bientôt recevoir ce livre dédicacé avec une petite surprise dans leur boîte aux lettres. Allez, à nous. À nous. Mathieu, tu as écrit pas mal de livres, dont Antonio Ferrara, le roi de la belle, La face cachée de Franck Ribéry, Moi iranien, espion de la CIA et du Mossad, Renault, nid d'espion, un polar industriel voilà. Sur l'entreprise de bagnole de Carlos Ghosn avant l'histoire des mâles, voilà. Pas sur le chanteur. Non, sur Carlos Ghosn et à quel point c'était un patron cynique. Oui, on pourra en reparler. Mais aussi Femme de djihadiste et Les espions de la terreur en 2018. Avant, tu étais journaliste fait divers,
C'est Tout à ça. fait. Puis ensuite, maintenant, beaucoup plus terrorisme. Spécialisé sur le grand banditisme pendant une bonne partie de ma carrière et depuis 2013-2014, un peu par la force des choses, sur le terrorisme et les services de renseignement, l'espionnage, on y reviendra. Eh bien, allons-y. Genre, est-ce que tu peux nous présenter déjà depuis quand tu es à Mediapart? Est-ce que tu es là depuis... Alors, moi, je suis arrivé en janvier 2016 à Mediapart, donc ce qui fait que j'ai pas connu les périodes de vache maigre où c'était quand même plus dur. Je suis arrivé, la bataille de la crédibilité de Mediapart avait déjà été gagnée par d'autres. Tu parlais tout à l'heure de Fabrice Arfi et tous les premiers journalistes qui ont fait le succès de ce journal. Moi, je suis arrivé après, c'était un peu pour répondre. On était juste post 13 novembre et Mediapart s'est dit que autant sur les scandales politico-financiers on était présent, mais que sur la question du terrorisme, ils avaient besoin de quelqu'un. Je travaillais au Monde, j'avais travaillé au Monde et j'avais travaillé sur ces questions-là, donc j'avais un profil déjà installé là-dessus, et c'est pour ça qu'ils sont venus me voir, et puis ça a été une espèce de coup de cœur réciproque, et voilà, et donc ça fait quelques années maintenant. Trop bien. Et là, j'ai cité plusieurs de tes livres. Le dernier est sorti en 2018. Est-ce que tu as des projets d'écriture ou des envies, des sujets sur lesquels tu aimerais Je suis en train d'en boucler un. Alors, en exclusivité sur Twitch. Déjà, on vient de sortir, parce que alors ça faisait longtemps que j'en avais pas fait. Là, je vais encombrer les bacs cette année, donc garder quelques sous aussi pour acheter des livres, pas que sur l'abonnement. Il y a d'abord, depuis quelques jours, le 15 enquêtes de Mediapart. On en a parlé avec Fabrice il y a 2 semaines. Voilà, où on raconte les dessous de nos enquêtes et comment ça s'est passé. Par ailleurs, petite précision, quand on parle des enquêtes de Mediapart, ce n'est pas que le service enquête. Il y a des gens dans les grandes enquêtes emblématiques de Mediapart, comme Martine Orange, Laurent Mauduit, Lénaïque Bredou, enfin voilà, tous les gens de Mediapart sont capables de sortir des grosses infos. Voilà, donc ça regroupe un peu tout le monde. J'ai la chance d'y être. Et puis à l'automne, je continuerai d'encombrer les bacs avec une ressortie, une version augmentée des Espions de la Terreur, où là j'étais du côté, on va dire, des méchants, de ceux qui nous tuaient pendant les attentats de 2015, où on expliquait qu'il fallait pas les prendre seulement pour des idiots, mais qu'ils étaient capables de faire preuve d'intelligence et d'utiliser des méthodes des services de renseignement occidentaux. Et je vais revenir là avec un nouveau livre où là je serai plutôt du côté des gentils. Encore un dernier sur le djihad. Ça fait des années que je dis le djihad, j'arrête, et puis on y revient toujours. Donc là j'espère que ça sera vraiment le dernier, où là je serai sur comment les fonctionnaires français, de tout policiers, pompiers, espions, magistrats, ont vécu le 13 novembre, la nuit, et les semaines qui ont suivi. Et ça va du gardien de la paix à des hauts fonctionnaires. Voilà. Avec des petites surprises dedans, mais là, j'en dis pas plus. Très bien. C'est parfait. Est-ce qu'avant de commencer, on peut faire un peu de sémantique? Ok, parfait, très bien. On nous indique que le site vient d'être mis à jour, donc on vous montrera ça juste après. La nouvelle édition du site avec un méga bloc sur Marlène Schiappa et l'affaire du fonds Marianne. Mais d'abord, on finit sur cette question. Donc avant de commencer, est-ce qu'on peut faire un point sémantique sur les polémiques qui arrivent après chaque attentat, justement, sur les termes, les qualifications entre attaque, attentat, tuerie, mais aussi la qualification de terrorisme ou pas. Et on pense aussi à islamisme, djihadisme. Quel terme tu utilises? Est-ce que tu les utilises à chaque fois pareil, et comment tu choisis? On a réfléchi à ça en 2020 parce que justement il y avait eu des cas où il y avait eu une attaque à Villejuif, et puis celle de Mickaël Harpon, la tuerie de la préfecture de police, où on avait des gens qui avaient des problèmes psychiques, mais qui criaient Allah Akbar sans être dans une organisation terroriste. Et là, assez rapidement, il y avait une saisine du parquet national antiterroriste. Tout le monde parlait d'attentat. Et de l'autre côté, on avait l'histoire de Bayonne, où cette très vieille personne va aller mettre le feu sur une mosquée, tirer sur 2 malheureux musulmans dans une voiture. Et là, ce n'est pas qualifié de terrorisme. Donc on avait
réfléchi à tout ça en se disant mais nous, faut qu'on soit carré au clair sur tout ça et par ailleurs faire un papier pour les lecteurs pour pouvoir expliquer tout ça. Alors je vais essayer d'être synthétique. Déjà, la notion d'attentat qu'on continue à employer, en fait, elle est fausse en droit. C'est-à-dire que l'attentat en droit français, ça ne vise que les coups d'État en gros. Okay. Donc à chaque fois on se trompe sur l'attentat, mais ça c'est pas très grave. L'important en droit, c'est la qualification de terrorisme. Qu'est-ce qui est qualifié de terrorisme? C'est quand on porte gravement atteinte à l'ordre public par la terreur. Et le problème, c'est que cette notion reste un peu floue et qu'il y a tout un tas d'interprétations possibles. Et d'ailleurs, on s'est posé la question là au moment d'Annecy, en se disant, cet homme, j'ai commencé à travailler là-dessus, on voit cet homme qui, pendant son acte, alors qu'il est en train de poignarder des tout petits, dit au nom des Jésus-Christ, est-ce que c'est pas une volonté politique de répandre de la terreur? Est-ce que ça ne rentrerait pas dans la qualification terroriste? Et surtout, est-ce qu'il n'y aurait pas une différence, vu que le parquet national antiterroriste ne s'est pas saisi à l'heure où nous parlons, il n'y a pas de raison qu'il le fasse, de ce dossier, est-ce qu'il n'y aurait pas là non plus une espèce de deux poids, deux mesures, en disant, bah voilà, quand c'est un attentat chrétien, c'est pas du terrorisme, et quand c'est un attentat islamiste, ça en serait. Et c'était la même question au moment de l'attaque de la rue d'Anguin, des trois Kurdes. Sur les Kurdes, même question, voilà. Et là, j'avais commencé à travailler dessus. Il se trouve que sur les cas qu'on a pu étudier, non, il y a pas eu là, il y a quand même des vrais problèmes psychiques et il y a eu d'autres cas sur des gens qui se prétendaient musulmans et qui perpétraient des attaques qui n'ont pas été qualifiées en attentat. Donc on a considéré dans ce cas d'espèce que il n'y avait pas de polémique, en tout cas à l'état de nos connaissances. Là où par contre 2 ans plus tôt sur Bayonne, et nous on continue, et c'est même une fierté, c'est-à-dire que Bayonne on le qualifie d'attentat terroriste parce que l'acte de Claude Cinquet pour nous revêt toutes les qualifications d'une volonté politique de vouloir répandre la terreur, donc c'est un attentat terroriste. Mais vous voyez que ça peut évoluer en fonction, et on essaye de pas être dogmatique et de regarder vraiment au cas par cas. Oui, il y a des zones grises. Donc, on va commencer, comme on le fait d'habitude, par une petite revue de la presse, enfin, pas une revue de presse en vrai, une revue de Mediapart, ce qui s'est passé dans Mediapart cette semaine. Et cette semaine, il y a eu beaucoup de choses. Donc, on commence maintenant. Qu'y a-t-il sur Mediapart? Hop. Et ça va être celle-ci. Et vous pouvez commencer à poser toutes vos questions. J'en vois déjà quelques-unes dans le chat. On y reviendra. Donc là, je vous mets déjà le méga bloc. C'est comme ça qu'on l'appelle à Mediapart. Mais la une de Mediapart, donc dont je vous parlais sur l'affaire du fonds Marianne et Marlène Schiappa. Alors, on prend la dans l'ordre que j'ai choisi. Déjà, on a cette enquête de Pascal Pascariello et une vidéo. Donc, elle était connue sous le pseudonyme de Maria, mais 5 ans après avoir été rouée de coups gratuitement par des policiers à Marseille, et alors que la chambre d'instruction décidera ce 7 juin de la possibilité de réouverture de l'enquête la concernant, Angelina raconte pour la première fois face caméra ce qu'elle a vécu. Les séquelles sont terribles. Donc c'est un entretien qui est vraiment, faut le regarder parce que c'est vraiment édifiant et c'est assez incroyable. Donc c'était Pascal Pascariello. Ensuite, et on a commencé à en parler, attaque d'Annecy, ce que j'ai vu me hante. De nombreux passants, habitants et touristes sont venus rendre hommage jeudi aux victimes de l'attaque qui a fait 6 blessés, parmi lesquels 4 très jeunes enfants. Un choc dans la ville tranquille où personne ne s'attendait à un tel niveau de violence. C'est un reportage de Nejma Brahim. Là, j'ai mis que celui-là, mais il y a évidemment plusieurs articles sur le sujet. Si je peux me permettre, faut lire aussi, autant celui que j'ai fait est complètement oubliable, mais par contre, faut lire celui d'Antoine Rouget, qui était ce week-end et qui raconte la montée très forte, le racisme prégnant qui monte, et on en parlait avec Antoine ce matin. Moi, ce qui me marque, c'est par exemple sur Samuel Paty, ou quand il y a eu le 13 novembre, ou les attaques de Nice, ça a mis quelques heures, quelques jours pour que le débat parte en sucette. Là, ce qui est très marquant sur Annecy, c'est que ça faisait moins d'1 heure que les enfants avaient été poignardés, et déjà, on voyait
des discours nauséeux, et déjà on voyait une récupération de l'extrême droite. Et il y a vraiment un changement de paradigme que je trouve assez inquiétant. Ouais. Et donc, faut lire aussi le papier d'Antione. Ouais. Et pareil, toujours sur cette journée qui a été dense à l'Assemblée cette fois-ci, c'est la pire journée de l'année. Donc le drame d'Annecy est venu percuter les débats sur la proposition de loi d'abrogation de la réforme des retraites du groupe Lyot, qui a retiré son texte en fin de matinée. Un peu plus tôt, les opposants ont fait part de leur colère et de leur inquiétude face à une démocratie parlementaire écrabouillée. Donc il revient donc sur cette journée particulière. Retraite, toujours. Donc, ces 6 mois qui ont tout chamboulé. Un article de Pauline Graul, Cécile Hautefeuille et Ilyes Ramnani. L'échec de la tentative d'abrogation a marqué la fin d'une bataille politique sur le passage de la retraite à 64 ans. Le mouvement social n'a certes pas obtenu le retrait de la réforme, mais il a brillé par sa capacité à rassembler face à un pouvoir solitaire. Derrière sa victoire en trompe-l'œil, l'exécutif se trouve plongé dans l'inconnu. Ensuite, le fameux fonds Marianne, donc Marlène Schiappa a personnellement sucré 100 000 € de subventions à SOS Racisme. Donc juste pour vous informer, mais restez avec nous, je vous en supplie. Mais en ce moment même, il y a le à l'air libre sur cette question-là. Donc avec Valentine Auberti à la présentation, Hélène Salvi et Antoine Rouget que vous avez déjà vu dans à l'air libre. Et les invités sont Daniel Obono et Dominique Sopo de SOS Racisme. Donc je crois qu'ils vont ils vont revenir sur ce sujet-là. Et donc juste après, abonnez-vous, vous pourrez aller regarder. Ouais, attendez, parce que nous aussi on va en parler. On donc, va beaucoup en parler. Vous pourrez les voir après. Voilà, c'est ça, Mediapart, c'est l'information augmentée. Ensuite, on a 2 articles cette semaine sur François Ruffin. Donc le premier, c'est qui a fait le plus de commentaires cette semaine. Opposé social et sociétal, le piège dans lequel François Ruffin saute à pieds joints. Un article de Fabien Escalona. Alors qu'il souhaitait apaiser et rassembler, le député de la Somme a semblé mépriser les causes LGBTQI+, avant de faire amende honorable, un faux pas qui trahit l'acceptation d'une séparation artificielle entre les fronts économiques et culturels de la lutte pour l'émancipation. C'était suite à une interview sur France Info. Voilà, donc c'est assez intéressant et ça a beaucoup fait discuter. Et ensuite un autre article qui a moins fait discuter sur François Ruffin toujours. François Ruffin met au débat son idée d'économie de guerre climatique à l'initiative du député insoumis, un colloque réunissant des chercheurs et des responsables politiques, mais aussi un syndicaliste et un militaire, a mis à l'épreuve la proposition d'économie de guerre climatique au cœur de sa pensée écologiste. Encore sur la NUPES européenne 2024, à gauche, l'Union a ses raisons. Fabien Escalona, toujours. Une note de recherche bientôt publiée par la Fondation Rosa Luxembourg plaide pour une liste commune des partis de gauche français aux prochaines élections européennes. Son autrice, Laura Chazelle, fait valoir de fortes convergences programmatiques et un contexte propice à l'Union. Donc je sais que c'est des sujets qui traversent la gauche en ce moment. Ensuite, un article de Jade Bourgerie, mais vous avez déjà entendu ce nom, car c'est elle qui fait la modération en ce moment même dans le chat, et du coup je lui fais mettre son article dans le chat, mais parce que de fait il est très bien et il a pas mal tourné sur Twitter. Maladie des jambes poteaux, ces patientes que la France refuse de prendre en charge, alors que l'hypodème, aussi appelé maladie des jambes poteau, est reconnu par l'OMS depuis 2018, l'assurance maladie impose un parcours du combattant au malade, et essentiellement des femmes, au risque de leur santé physique et mentale. Et oui, à Mediapart, on parle de la santé des femmes, ce qui est bien trop peu présent dans le reste de la presse. Ensuite, mort de Berlusconi, le mania qui a dédiabolisé l'extrême droite en Europe. L'ancien président du Conseil italien Silvio Berlusconi est mort lundi à Milan à 86 ans, après avoir fait fortune dans l'immobilier et l'audiovisuel. Il Cavaliere avait dirigé l'Italie pendant près de 10 ans, inaugurant dès les années 1990 une manière de faire de la politique largement reproduite depuis à l'étranger, entre fusion des droites et bataille culturelle, avec son lot de scandales et de procès. Voilà, j'en dirai pas plus sur l'Italie. Ensuite, un article de Julien Sartre. Tu étais en reportage, c'est ça ? C'est ça, non, j'étais en week-end, c'est pour ça que je suis bronzé, que j'ai chaud et que je suis rempli de coups de soleil. Mais voilà, donc j'ai vécu de l'intérieur. Mais je promets que je n'y suis pour rien, évidemment. Dans l'outre-mer, nous subissons une vie chère en bande organisée.
Alors, c'est un article de Julien Sartre. Une commission d'enquête de l'Assemblée nationale tente de faire la lumière sur les écarts de prix entre la métropole et les territoires ultramarins. Au fil de ses auditions, elle a mis au jour un système de prédation dont personne ne veut assumer la responsabilité. Et c'est un article hyper bien, encore une fois. Et je finis avec le reportage, enfin la vidéo chantage à la sextape à Saint-Étienne. Les victimes sortent du silence. Et vu que c'est une enquête d'une 30aine de minutes, j'ai décidé de vous mettre la bande-annonce de ce truc-là. Et je vous le mets, normalement, ça devrait marcher cette fois-ci. À Saint-Étienne, tout le monde en parle. Tout le monde parle d'une affaire comme la France n'en a jamais connue. Celle d'un chantage à la sextape sur fond d'homophobie contre un élu municipal avec de l'argent public dans le but de l'éliminer politiquement. Mais j'aurais pu tout perdre. Perdre ma famille, perdre mes amis, perdre mon travail et perdre aussi la vie. Pour la première fois, Gilles Artigue raconte à Mediapart ce qui l'a hanté pendant des années. Je vous ai filmé et maintenant, on vous tient en laisse. Le maire a d'abord dit tout ignorer de ce chantage. Je ne sais pas s'il s'agit d'un autre homme, je ne sais pas si c'est un gangbang ou une partouze. Il est aujourd'hui soupçonné d'y avoir participé. Au cœur de cette affaire, une vidéo, mais aussi des enregistrements. Vos enfants s'en remettront pas. L'intimité de mon mari, c'est aussi la mienne. Et j'ai eu l'impression d'être aussi un peu à poil dans la rue. Faire chanter un homme pendant 8 ans. Mediapart vous raconte comment quelques personnes, avec des méthodes mafieuses, ont pu tenir un homme et comment il paralyse aujourd'hui encore toute une ville. Mediapart. Voilà. Hop, on repasse sur la caméra normale. Je crois que vous nous avez un peu entendu dire des bêtises pendant le début de la vidéo, mais c'est pas très grave, on est sur Twitch et on est c'est un Twitch de gauche, voilà, j'ai pas coupé les micros, c'est pas grave. Du coup, il y avait une première question déjà tout à l'heure que j'ai vue et du coup, voilà, cette vidéo elle dure 30 minutes et allez la voir parce que c'est vraiment chouette. Alors, c'était encore plus haut. Je crois que c'était Terence qui parlait de la série, voilà. La série de Mathieu sur l'attaque à la préfecture de Paris m'a énormément passionné. Peut-il nous parler des coulisses de la préparation d'une telle série d'articles ? Alors, en fait, souvent à Mediapart, une enquête en entraîne une autre. J'avais travaillé et on avait révélé dans Mediapart un raté au sein de la DRPP, donc le service de renseignement de la préfecture de police de Paris, dans le cadre de l'attentat qui avait coûté la mort au père Hamel à Saint-Étienne-du-Rouvray. Et je me dis des années plus tard, donc il y a cet attentat, la tuerie au sein de la préfecture de police et au sein de ce service de renseignement, et je me dis tiens, il y a une instruction, peut-être qu'il y a des gens sur lesquels j'ai travaillé qui ont été interrogés, ça pourrait être intéressant peut-être de trouver des choses encore sur eux. Il y avait des fils que je voulais encore tirer, et je me dis peut-être que ça m'amènera à aller voir de nouvelles personnes et tout ça. Mais je suis pas du tout pour travailler directement sur l'attentat. Et puis j'arrive à me procurer le dossier d'instruction, et là je me plonge dedans, et en fait déjà comme tout attentat, ça me saisit d'effroi, et je me dis mais faut raconter aussi ce qui s'est passé pour que les gens puissent comprendre et comprendre le traumatisme. Et par ailleurs, je découvre que alors que on avait beaucoup écrit sur les ratés qui datait de la précédente hiérarchie, de la précédente chefferie de ce service de renseignement, que j'avais moi-même déjà mis en cause dans d'autres enquêtes, et je savais les manquements qu'il pouvait avoir. Là, je m'aperçois que la hiérarchie actuelle avait fait encore plus de bêtises, et surtout, je réalise qu'ils ont été jusqu'à couvrir des choses et à mentir devant la représentation nationale. Donc, j'ai été voir mes chefs et j'aurais dit, écoutez, là, je crois qu'on tient quelque chose, et c'est comme ça que cette histoire a démarré. Trop bien. Alors, je regarde toutes les questions. Je crois qu'il y en avait encore un peu plus haut, non ? Attends, vas-y. Il y a des commentaires sur les différents...
Juste peut-être sur Alex Sur les from Paris, oui, qui me disait Alors, par rapport il n'y a pas, à Annecy. ma connaissance, d'organisation terroriste chrétienne. C'est très probablement ça. L'explication, non. Non, pas forcément, parce qu'il peut y avoir maintenant, il y a une qualification terroriste d'entreprise individuelle de terrorisme, et c'est justement ça, là, tous les cas dont on vous parlait tout à l'heure où il y a des hésitations, c'est quand quelqu'un fait partie d'un groupe comme ceux du 13 novembre, comme les Kouachi, ou se revendique d'une organisation comme Ahmedi Koulibaly, le tueur de l'hypercacher, qui se revendique de l'État islamique, là, c'est très simple. Ou si vous êtes tout seul dans un coin et que vous étiez revendiqué il y a 10 ans, 15 ans de l'ETA, vous faites partie d'une organisation qui est cataloguée comme terroriste, donc là, il n'y a pas de problème. En revanche, dès que vous êtes tout seul, les hommes dont on parlait tout à l'heure, dont les cas pouvaient poser problème, qui tapent à Villejuif ou ailleurs, ou celui de la préfecture de police de Paris, il n'a pas de complice, ils sont seuls, ils crient certes voilà, Wakbar, mais ça ne suffit pas pour qualifier, c'est qu'il faut aussi qu'il y ait d'autres choses. Et donc, quelle que soit la religion, vous pouvez vouloir, au nom de la religion, faire une entreprise de terreur. Mais c'est un peu compliqué. Plus compliqué, il faut d'autres éléments. Et d'ailleurs, il y avait eu toute une question au moment des attentats de Nice, enfin de l'attentat de Nice au camion, et tu avais écrit un article justement en disant, bah oui, en fait, c'est bien. Il y avait eu des vraies questions pendant plusieurs semaines. Voilà, parce que pareil, il y a aussi là les préjugés qu'on peut avoir, c'est-à-dire que le tueur de Nice avait eu une vie assez dissolue, et donc on se disait ça rentre pas dans les cases qu'on peut se faire d'un fondamentalisme religieux. Sauf que justement, enfin alors là c'est très spécifique au terrorisme djihadiste. Il y a un aspect, on lave plus blanc que blanc, c'est-à-dire venez avec vos péchés, venez avec vos problèmes, et vous allez avoir le statut de martyr. Donc ça permet de récupérer sur des gens qui effectivement n'ont pas un cadre, c'est pas les gens classiques tels qu'on les voyait au sein d'Al-Qaïda. Oui, complètement. Et même, ça me fait penser à celle d'Orlando aussi, où pareil, on avait dit la même chose, mais en fait, il ne correspond pas à l'image qu'on a. Ok, hyper intéressant. Il y a Terence qui dit à compléter avec la lettre enquête de samedi dernier. Pour les gens qui ne le savent pas, la lettre enquête, c'est la newsletter du pôle enquête, comme il y en a dans beaucoup de services de Mediapart, et qui justement fait un peu comme ce qu'on fait là, raconte les coulisses, des questions que les journalistes se posent. Et donc, là, tu participes de temps en temps. Voilà, aux fonctions. Et là, c'est en référence, Terence fait par rapport à Angelina. Et donc, c'est Pascal Pasquariello qui raconte son enquête et les liens qu'elle a pu nouer avec cette victime. Ouais, c'est à chaque fois passionnant, c'est du contenu inédit qui est gratuit. Et d'ailleurs, Jade vient de mettre le lien si vous voulez vous y abonner dans le chat, si vous nous regardez en direct. N'hésitez pas, c'est franchement bien. Alors, hop, on revient. Là, on est toujours sur la revue de presse de tout à l'heure. Ruffin, tout ça, on invitera bientôt ou à la rentrée tous les journalistes du pôle politique, justement, pour revenir sur cet été qui va être quand même pas mal tourné sur l'union ou non de la gauche pour les prochaines européennes. Hop, tac. Je regarde ce que vous avez mis dans le chat. Il y a beaucoup de messages. Avez-vous déjà enquêté sur les catholiques pratiquants gays? Non. C'est un sujet très précis. Sauf à ce qu'un jour, on découvre un catholique pratiquant gay cherchant à commettre un attentat. Ça ne rentre pas dans mon champ de compétences. La vidéo sur Perdriau est bien, mais j'aimerais savoir comment la gouvernance s'organise aujourd'hui. Je pense que ça parle de la gouvernance de Saint-Étienne, et ça, il faudrait demander à la personne qui est en train de passer juste derrière, qui est Antoine, mais qui est un peu pris là aujourd'hui, et qui est déjà venu ici. Mais et pareil, enfin la réalité, c'est que Perdriau, je rentrerai pas aussi bien dans les détails, mais bon, il est toujours maire de Saint-Étienne, ce qui est en soi est proprement hallucinant. Alors, pour être plus précis, hop, on a proposé l'ultra-droite, tac. Bon, écoute, on va avancer. Alors, ça va savoir comment ça s'organise. Eh ben, écoute, on va passer peut-être, sachant que vous avez traité dans le passé du grand banditisme, y a-t-il des liens qui peuvent être faits avec le terrorisme dans
l'affirmative. Lesquelles? Non, alors faut faire attention. Toutes les, on est entre nous, hein, on peut y aller franco. Donc toutes ces théories, vous savez, on appelle ça les hybrides, donc des gens qui seraient à moitié voyous, à moitié hétéros. Ce sont des théories qui ont été conçues par Alain Bauer et toute cette clique. Donc voilà, faut pas en penser grand-chose. Ce qu'on peut voir, la réalité, c'est que des gens qui ont eu un parcours dans la délinquance bifurquent dans le terrorisme, mais c'est généralement plutôt quand ils ont été dans du banditisme, dans du braquage ou tout ça, ils étaient en deuxième division. C'est-à-dire, c'est pas des gens qui sont dans le grand banditisme. Cyniquement, je dis toujours, quand vous avez accès à la cocaïne, les millions d'euros et des jeunes femmes, Allah dans sa version fondamentaliste, ça vous intéresse pas. Ce sont des gens qui ont pas eu la carrière qu'ils rêvaient dans le banditisme. Mais vous regardez Mehdi Koulibaly, c'est ça, c'est un braqueur de supérette. Mehdi Nemmouche, c'est ça aussi. Après, par contre, qu'on puisse voir que des groupes terroristes, y compris les gens qui étaient envoyés par l'État islamique, cherchent auprès de trafiquants d'armes à se fournir, ça a été le cas, mais on sait que post-2015-2016, les trafiquants d'armes qui sont des businessmen d'un genre particulier, mais qui restent des businessmen, ont très bien vu le rapport coût-conséquence et donc ont arrêté de vendre à des gens dont les armes pourraient après tuer 100 personnes, quoi. Est-ce que tu as vu Les Ombres du Bataclan sur Arte et qu'est-ce que tu en as pensé? Ah oui, c'était ce documentaire fait... alors, je l'ai un peu écrit dans des papiers et sur Twitter, j'ai fait part de ma grande colère. Donc, c'est un documentaire qui est quand même fait par un des personnages qui apparaît dans le documentaire, qui est l'ancien juge, homme politique, président de la commission d'enquête sur les attentats, qui se met en scène et qui va refaire une enquête. Donc c'est assez particulier et par ailleurs, ça ne propage que des choses fausses. Ça a été très très problématique, ça a énervé. Je peux vous dire que c'était diffusé juste avant le procès. Ça a énervé les victimes, ça a énervé les avocats, ça a énervé l'accusation. Tout le monde était fou furieux et à telle enseigne que Monsieur Fenech, donc l'un des deux auteurs, cet homme politique, a estimé qu'il était peut-être préférable, il devait venir comme témoin. Et il a jugé peut-être plus intelligent de se faire porter balle. Et je pense que c'était la meilleure chose à faire parce qu'il aurait passé un sale moment. Faut surtout pas se baser là-dessus. Ce n'est qu'un produit de complotisme, de théories complotistes qui sont complètement battus en brèche par les faits. Et donc voilà, il y a plein d'autres documentaires bien mieux sur toute cette sombre nuit, mais passez outre celui-ci. Alors, on a Liu Live qui nous dit « Bonjour, je discutais avec ma mère de vos enquêtes et un argument récurrent de sa part était votre manque de révélation côté gauche de la politique. On est d'accord que ce soit parce que la gauche cache mieux les affaires ou qu'elle en a moins, mais c'est pas un parti pris de vous concentrer sur les gens de droite. » Alors là, pour le coup, c'est pas tout à fait ce que toi tu traites parce que toi, tu es quand même plutôt sur le terreau, sur le terrorisme. Mais en même temps, c'est un reproche qu'on nous fait souvent et à chaque fois on dit prenez le temps de nous lire complètement. Vous allez voir que les gens qui chez nous travaillent sur les scandales politico-financiers en sortent sur la droite ou sur l'extrême droite, mais en ont sorti aussi sur le centre, sur la gauche, sur Mélenchon et LFI, sur l'air du peuple, sur Roussel, sur l'emploi fictif, l'affaire Cahuzac, ministre du PS, etc. Et que ça, c'est pas la droite qui les a sortis. Voilà. C'est pas les gens de droite qui les ont sortis. Et même à ma toute petite échelle qui est très particulière, j'ai fait dans Mediapart probablement une bonne centaine d'articles sur le terrorisme djihadiste. J'en ai fait des dizaines et des dizaines avec ma complice Marine Turchi sur le terrorisme d'ultra-droite. Et j'en ai fait un et d'autres
en ont fait 2 ou 3 autres aussi sur le terrorisme d'ultra-gauche. Donc voilà, cette proportion entre les uns et les autres me semble juste correspondre à la réalité des faits. Mais on ne s'interdit pas d'enquêter, quel que soit les clans. Et d'ailleurs, ça me fait rire, c'est que sur Twitter, souvent, quand on sort un article et que nos détracteurs disent « Ah oui, mais vous enquêtez pas sur ça ou ça », bah en fait, c'est quelque chose où on a sorti une enquête il y a 6 mois. Quoi. Enfin, ça arrive très souvent. Ça arrive très Moi très qui souvent. suis à la modération des commentaires sur Mediapart, ça m'arrive souvent, notamment quand on enquête, quand les journalistes du pôle enquête enquêtent sur des personnalités plus proches du lectorat de Mediapart. Et d'ailleurs, je l'ai déjà lu la semaine dernière, mais il y a un petit passage que je trouve assez intéressant et qui répond tout à fait à ta question dans le livre Mediapart, 15 grandes enquêtes qu'il faut acheter dans toutes les bonnes librairies et les mauvaises. Il y a écrit celles et ceux qui nous lisent le savent, nous enquêtons sur tout le monde, la droite, la gauche, le centre, l'extrême droite ou l'extrême gauche, les multinationales, des ONG, des fédérations sportives, des syndicats, des stars, des dictatures étrangères. Jamais nous ne réfléchissons en fonction d'une cause qu'il faudrait protéger. Ce n'est pas parce que nous révélons des maltraitances dans une ONG de défense de l'environnement que nous sommes subitement favorables au dérèglement climatique. Et ce n'est pas parce que nous écrivons sur les violences sexistes d'une figure de l'antiracisme que nous défendons les tenants d'une politique discriminatoire. C'est quand même assez fou parce que pour le coup, je l'ai lu il y a vraiment 2 semaines, le même petit truc. Et voilà, franchement, c'est une question qui nous est souvent posée. Je vous propose... tu veux dire un truc ? Alors attends, juste, je voulais répondre, j'ai vu... Attends, et d'ailleurs, Edoui Plenel a fait le tour des plateaux télé justement pour les 15 ans de Mediapart et tout, et il répond aussi très très bien. Je vous invite à aller voir ces différentes... Attends, tu l'as là ? Redescends, ouais. Juste en 2 secondes, Karim 1203, les menaces contre Florence Bergeaud-Blacker, c'est quelque chose auquel on réfléchit. J'en dirai pas beaucoup plus parce que on est en train de mener une enquête, c'est pas moi qui m'en occupe. Voilà, mais c'est très compliqué cette enquête, j'en dis pas plus. Et quant à Avion Microbe, merci de me considérer comme le roi des chemises. Je pense que c'est le commentaire de la soirée. Je partage cet avis. C'est clair qu'on a chaque jour une chemise à fleurs avec toi. Du coup, je proposais qu'on fasse la lecture d'articles qui est dans le sujet dont on a commencé à parler tout à l'heure. Donc, hop, je mets en mode... Non, c'est pas le bon. À Saint-Étienne, tout le monde vous en m'entendez parle. toujours visiblement, mais il y a Saint-Étienne qui s'est relancé. Voilà. La petite lecture d'article de Mathieu qui est sorti hier, le 12 juin. Le lourd CV de Mohamed Sifawi, la caution scientifique du fonds Marianne. Principal bénéficiaire du fonds Marianne, Mohamed Sifawi a été privilégié par les équipes de Marlène Schiappa. Pourtant, cet expert autoproclamé de la lutte contre l'islamisme suscite les polémiques depuis 20 ans, jusqu'à être à l'origine de 2 erreurs judiciaires. Comme je dis à chaque fois, t'hésites pas à me couper la parole si t'as envie d'ajouter quelque chose, de faire des précisions, etc. C'était le premier jour de la commission d'enquête sénatoriale sur le fonds Marianne. Le préfet Christian Gravel, patron du comité interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation, tentait, non sans quelques difficultés, d'expliquer pourquoi l'Union fédérative des sociétés d'éducation physique et de préparation militaire avait bénéficié de la plus grosse subvention, une promesse de financement de 355 000 €, dans le cadre d'un projet lancé au printemps 2021 par Marlène Schiappa, alors ministre déléguée chargée à la citoyenneté. L'USEPPM n'était pourtant nullement... Après, ça sera plus marrant, je vous rassure. Tenez, il reste encore 2 phrases un peu qualifiées. N'étant pourtant nullement spécialisée dans les sujets liés à la laïcité ou à la radicalisation religieuse. Et le dossier qu'elle avait présenté pour recevoir les fonds publics tenait, comme Mediapart l'a révélé, dans une note de synthèse comportant cette phrase. Acculé par les sénateurs, le préfet Gravel, qui n'avait encore pas démissionné, leur avait demandé de les croire sur parole. Le projet de l'USEPPM, j'y arriverai jusqu'au bout, était hautement qualitatif. La preuve, Mohamed Sifawi, journaliste salarié de l'association, représentait une caution scientifique. Personne ne peut le remettre en cause. Il fait autorité dans ce champ-là, avait même osé le préfet. Alors justement, là je te coupe, ça vous montre aussi un peu comment on travaille. En fait, Mohamed Sifawi, ce papier que Tariq est en train de vous lire,
je voulais le faire il y a 2 ans, au moment du procès du 13 novembre, des attentats du 13 novembre. J'avais été un peu scandalisé de voir Monsieur Sifawi, qui allait être dans les témoins cités par un avocat de partie civile, allait être dans les témoins, alors que son travail était assez problématique. Je précise tout de suite que ce n'est pas de la jalousie, parce que moi-même, on m'avait demandé de comparaître, et j'avais demandé à ne pas être cité, parce que j'estimais que c'était pas ma place. Mais par contre, que Sifawi y aille, là, ça me gênait beaucoup, et je trouvais que certains confrères n'avaient pas de mémoire et oubliaient toutes les casseroles qu'il avait. Donc j'avais dit à mes chefs, écoutez, je vais vous faire le portrait, et on va raconter un peu qui est cet homme qu'on voit tout le temps sur les plateaux télé. Et en fait, on était encore dans l'épidémie de Covid. Il y a eu plein de retards qui ont été accumulés sur le procès, et moi-même, j'ai accumulé un certain retard dans les sujets qu'on faisait. On se partageait le travail avec Karl Lasquet, et à un moment, arrivait son audition, j'ai pas eu le temps de la préparer. J'avais pas le temps de le faire, donc plutôt que mal le faire, je ne l'ai pas fait. Je me suis dit que c'était pas le sujet du siècle et qu'on s'en fichait. Et bref, donc on ne le fait pas. Mais j'avais mis 2 ou 3 trucs de côté, et j'avais ressorti quelques-unes de ces casseroles. Et puis arrive l'affaire du fonds Marianne. J'en parle avec Antoine et Hélène en disant non mais Sifawi, ils savent que c'est un peu une de mes obsessions, et à telle enseigne que quand il doit être entendu par la commission d'enquête, Antoine me dit ça serait bien que tu fasses un portrait. Sauf qu'à ce moment-là, on est avec Marine Turchet en train de travailler sur la commission d'enquête ingérence. Vous savez, cet objet un peu bizarre où le RN demande à enquêter sur les pays qui ont corrompu le RN, en gros. Et donc, ça me semble être autrement plus important que la petite personne de Mohamed Sifawi. Et on n'a pas le temps. Sauf que Mohamed Sifawi va être malade et ne va pas se présenter à son audition. Et son audition va être reportée de 15 jours. Ce qui m'a laissé le temps nécessaire pour faire enfin ce portrait. Donc un microm m'a vraisemblablement aidé. Je te laisse reprendre. Très bien. Cette phrase pourrait être capturée. 15 jours plus tard, alors qu'il était attendu pour être auditionné à son tour, Mohamed Sifawi s'est fait porter pâle à la dernière minute. Le sénateur socialiste Claude Raynal, qui préside la dite commission, a immédiatement précisé qu'il attendait que le journaliste fournisse les justificatifs nécessaires au report de son audition. Il doit être auditionné mardi matin, en théorie. Cheveux grisonnants, collier de barbe, lunettes, le grand public a l'habitude d'apercevoir son visage sur les plateaux de télévision qu'il fréquente avec assiduité depuis une vingtaine d'années. À telle enseigne que tout un chacun a oublié son passé, en l'espèce son passif. Qui est vraiment Mohamed Sifawi ? Un grand journaliste a écouté le principal intéressé lorsqu'il était venu l'an dernier faire la leçon à la cour d'assises spécialement composée en train de juger les auteurs des attentats du 13 novembre. Cité à la demande d'une avocate des parties civiles, les autres avaient tenté de l'en dissuader, il avait, pour justifier sa présence, expliqué doctement: pardonnez-moi l'immodestie, mais j'ai réalisé 27 documentaires, écrit une vingtaine de livres sur le sujet, réalisé une infiltration dans une cellule terroriste, ce que je pense avoir été l'un des rares à faire. Alors, je vois une question qui me permet de te laisser souffler un peu. Mathieu, quelle relation as-tu pu entretenir avec Sifawi quand il était encore journaliste ? Alors, en fait, il y a une anecdote assez drôle. Tu parlais tout à l'heure, le premier livre qu'on fait, c'est avec mon ancien complice Brendan Clément. On est en 2007-2008, c'est sur Antonio Ferrara, donc un braqueur là qui vient de retrouver la liberté il y a peu. Et donc, comme jeune auteur angoissé, nous sommes invités par notre éditeur, le Cherche Midi, à aller à la réunion des représentants. Les représentants, c'est ceux qui vont aller dans les librairies pour dire ah mais ce livre-là il est extraordinaire, faut le vendre. Et donc comme jeune auteur angoissé, on arrive avec 3/4 d'heure d'avance sur le rendez-vous. Donc c'est en fait pendant une demi-journée, un éditeur va vendre 30-40 bouquins, tout son programme de la saison. Et on arrive, donc on attend dans le couloir, et puis les gens du Cherche Midi sortent. Et puis viennent nous saluer, bon, ce qui est très aimable. Et puis ils restent avec nous, et puis on sort 3 bêtises, enfin on discute. Puis au bout d'un moment, je leur dis mais attendez, vous avez pas des livres et des auteurs à défendre là ? Et l'un d'eux me répond non mais tu sais là c'est Sifawi qui parle et moi j'ai ma réputation et je veux pas que les représentants m'associent à lui. Oh, wow.
Et il était en train de vendre son livre sur comment j'ai infiltré la mafia asiatique. Et je me suis dit, oulala, celui-là, quand un éditeur te dit, bah, j'y crois pas, enfin, c'était pas le décideur qui l'avait signé, bien sûr. Voilà. Et après, je me suis intéressé à sa carrière. Il se trouve que j'ai travaillé longtemps dans les Yvelines, où il y avait la PJ de Versailles, qui étaient ceux, mais là je spoil peut-être la suite. Donc tout, hein. Je vous le raconterai après ça. Très bien. Avant cela, son combat contre l'islamisme se serait nourri d'un traumatisme personnel. Le 11 février 1996, un attentat à la bombe frappe l'immeuble du Soir d'Algérie. Je suis sorti 5 minutes avant l'explosion, affirma-t-il à Libération. 3 ans plus tard, correspondant de Jeune Afrique, il aurait reçu des menaces de la part de militaires pour avoir tenté d'enquêter sur certains assassinats. Il s'exile en France, où on le retrouve au tribunal de grande instance de Paris en 2002, à témoigner en faveur d'un général algérien contre un ancien officier ayant dénoncé dans un livre les exactions commises par l'armée algérienne. Alors là aussi, je peux pas être complètement affirmatif et donc on va respecter le droit, mais on peut quand même à tout le moins s'interroger. C'est quelqu'un qui nous dit, qui va venir en France en disant bon, alors je suis menacé un peu par les barbus, mais je suis menacé surtout par les généraux algériens parce que j'ai enquêté sur le régime algérien, ce qui en soi serait bien sûr digne d'éloge et à défendre. N'empêche que si toi arrives en France, qu'est-ce qu'il fait? Il va témoigner en faveur d'un général algérien. Donc, où se situe-t-il? Tout ça est très ambigu. Et je te laisse reprendre. 1 an plus tard, il réalise le premier gros coup de sa carrière. Avant d'infiltrer les plateaux télé, Mohamed Sifawi aurait réussi 2 vraies infiltrations, selon ses dires et ses écrits, en moins de 4 ans. La première est rendue publique en 2003 et s'intitule « Mes frères assassins, comment j'ai infiltré une cellule d'Al-Qaïda en France ». Puis, comptez 3 autres livres entre-temps, vient « J'ai infiltré le milieu asiatique », dont tu parlais il y a quelques instants. À chaque fois, les 10 infiltrations sont déclinées en reportages télé et en livres, aux éditions du Cherche-Midi. S'agissant de son infiltration d'une cellule djihadiste, la télévision belge RTBF a refusé de la diffuser, considérant que certaines scènes posaient un problème de crédibilité. En France, l'islamologue Olivier Roy a lui aussi émis de sérieuses réserves. Concernant son infiltration de la mafia asiatique, une 50aine d'associations communautaires ont dénoncé son reportage. Le principal protagoniste du film a quant à lui juré, après coup, avoir signé un contrat avec Sifawi pour jouer un rôle dans le prétendu documentaire. Son infiltration présumée dans le milieu asiatique va avoir une conséquence inattendue dans une affaire qui défraie la chronique depuis 5 ans, la disparition de la petite Estelle Mouzin. En janvier 2008, la police judiciaire de Versailles, chargée de l'enquête, débarque en nombre, une 30aine de policiers, dans un restaurant chinois de Bricomte-Robert, qu'ils démolissent à la tractopelle, à la recherche d'hypothétiques restes d'enfants. Tout cela pour tomber sur un os d'animal. On a eu un renseignement bidon, on essaye de comprendre comment et pourquoi a été propagée cette rumeur, pas très élégante, dira un policier interrogé par Patricia Tourangeau dans Libération. Le tuyau percé a été apporté à la PJ de Versailles par Mohamed Sifawi. Le personnage principal de son documentaire, celui qui disait avoir été rémunéré pour jouer un rôle, lui aurait indiqué que des ouvriers avaient trouvé le corps d'une petite fille en effectuant les travaux quelques mois plus tôt. Placés en garde à vue, les ouvriers expliqueront qu'en creusant un bassin, ils avaient en effet trouvé des ossements d'animaux qu'ils avaient ensuite jetés à la poubelle. Certains ont déformé la réalité, déplorera un enquêteur toujours cité par Libération. Ceux qui ont donné ces renseignements se sont pris à leur propre jeu, ce sont des affabulateurs. Un des anciens patrons de la PJ de Versailles en veut encore aujourd'hui à Sifawi d'avoir suscité des espoirs en voulant se faire mousser. L'État français, lui, a dû verser plusieurs centaines de milliers d'euros de dédommagement au restaurant chinois. Oui, alors je m'aperçois, j'aurais dû le préciser, c'est que c'est une dizaine d'hommes et de femmes qui ont été placés en garde à vue sur cette histoire. C'est-à-dire tous les ouvriers qui étaient sur le chantier et les pauvres restaurateurs asiatiques qui ont vu leur restaurant détruit. Et c'était ça que j'allais vous raconter tout à l'heure avant de me reprendre. Voilà. Donc j'ai travaillé longtemps dans les Yvelines et
il y avait un patron de la PJ qui était une vieille figure, qui a eu une carrière. Je voyais quelqu'un tout à l'heure qui parlait d'Action Directe. Il avait participé à l'arrestation d'Action Directe. Enfin, le vieux flic de PJ tel qu'on peut se le représenter. Et je me souviendrai toujours d'un déjeuner qu'on fait ensemble pour parler d'une affaire, je ne sais plus laquelle. Et d'un seul coup, le traumatisme de sa vie à ce policier, c'était l'affaire Mouzin, de ne jamais avoir retrouvé cette petite fille. Et c'est vraiment un truc qui le rongeait. Et d'un seul coup, je le vois, mais limite éclater en pleurs, mais avec une colère, me parlant de Sifawi et me disant, mais vous vous rendez compte ce qu'on a fait et l'espoir qu'on a donné aux parents. Et il était, mais d'une rage. Et ça a été mon deuxième contact, si j'ose dire, avec l'œuvre de Mohamed Sifawi. Moins connue est la seconde garde à vue injustifiée consécutive à des révélations de Mohamed Sifawi. C'est l'actuel garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, qui, alors avocat, avait évoqué en 2017, lors de son procès du client Abdelkader Merah, jugé pour complicité dans les assassinats perpétrés par son frère Mohamed. Au lendemain des attentats de Toulouse et de Montauban, un troisième frère, Abdelghani, l'aîné de la fratrie, s'est associé à Mohamed Sifawi pour réaliser un documentaire en caméra cachée, puis un livre intitulé « Mon frère, ce terroriste », chez Calment Lévy en 2012. Au cours du procès, Maître Dupond-Moretti s'en était pris aux accusations portées par l'aîné des Merah et Sifawi, qui ont conduit un homme issu de la communauté des gens du voyage à être injustement suspecté. Soutenant l'accusation, l'avocate générale Naïma Rudloff avait, pour la seule fois du procès, fait cause commune avec Maître Dupond-Moretti, expliquant que certaines affirmations du duo avaient été par la suite démenties. Dans leur livre, le frère de Mohamed Merah et Mohamed Sifawi ont laissé entendre qu'un des gitans convertis au salafisme pourrait être un des troisième hommes de l'attentat de Toulouse et de Montauban, voire le complice ayant participé au vol du scooter avec lequel Mohamed Merah allait commettre ses assassinats. Sur quoi se basait-il ? Sa disparition au lendemain du drame. Il ne traîne plus dans le quartier, il a déménagé, il est devenu complètement invisible. Avec Mohamed Sifawi, nous avons parcouru plusieurs camps de gitans de la région, en vain. Et aussi parce qu'une connaissance des Izars avait clairement dit que ce type savait beaucoup de choses à propos de l'affaire. Alors je t'arrête de nouveau, c'est que faut bien se rendre compte, c'est que là c'est écrit noir sur blanc dans un livre, enfin un livre déjà dans un article on essaye d'être le plus sérieux possible, mais dans un livre on est encore moins pris par le temps. Et là vous expliquez que le troisième homme, donc de ce qu'était à ce moment-là les pires vagues d'attentats que la France avait connues, en tout cas en 2012, dans lequel des enfants de moins de 5 ans avaient été assassinés. Vous expliquez donc que l'un des complices, donc quelqu'un qui pourrait potentiellement encourir la réclusion criminelle à perpétuité, c'est quelqu'un que vous désignez comme ça, et sur quoi vous fondez quasiment au doigt mouillé, c'est-à-dire il a déménagé, il est plus dans le quartier, c'est suspect, au lendemain du drame. C'est quand même très... vous vous rendez compte, on a fouillé des camps de gitans, on l'a pas trouvé. Bon, il a le droit de ne pas être dans un camp de gitans. Et, dernier élément, mais on a une source du quartier qui nous a dit que il était au courant de plein de choses. Je te laisse... mais juste, les Izars, c'est le quartier. C'est le quartier. C'est le quartier okay. À Toulouse, d'où étaient originaires les Merah. D'accord. Interpellé quelques jours après la parution du dit livre, l'individu expliquera avoir quitté Toulouse un mois après les faits en raison d'une rupture sentimentale, mais aussi parce qu'il avait pris peur à la suite du reportage d'enquête exclusive réalisé par Mohamed Sifawi avec l'aide d'Abdelghani Merah, semblant déjà le mettre en cause. Le faux coupable sera laissé libre à l'issue de la garde à vue, faute d'éléments pouvant l'incriminer dans les faits, constatera le réquisitoire définitif consacré à l'affaire Merah. Alors là aussi, il faut bien réaliser, c'est-à-dire que le livre paraît, la justice s'en empare, parce que à ce moment-là, on va pas laisser des portes ouvertes sur des potentiels terroristes. Les policiers retrouvent le malheureux gitan en quelques heures ou quelques jours, le placent en garde à vue. Donc pareil, vous êtes placé en garde à vue sur quand même quelque chose des faits très très graves. Et lui, qu'est-ce qu'il raconte ? Il dit mais attendez, moi j'ai quitté Toulouse, c'est vrai, mais un mois après l'attentat, c'est pas au lendemain.
On voit bien qu'en écrivant au lendemain, ça laisse planer une soupçon de culpabilité. Là, c'est au bout d'un mois, à cause d'une rupture sentimentale, et aussi parce que le même duo venait de faire un reportage télé en laissant déjà planer le doute sur le fait qu'il était coupable. De quoi? Et ce que l'enquête de justice, judiciaire va permettre de révéler, c'est qu'il n'y a rien qui le raccroche. Ça a été, ce gitan était un ami d'enfance des frères Mera, ce qui est en aucun cas un crime, et il n'y avait rien qui le rattachait depuis plusieurs mois à lui. Mais vous vous rendez compte de la portée des conséquences que ça aurait pu avoir sur la vie de cet homme si, par un hasard, on avait retrouvé son ADN dans un vêtement de Mohamed Merah ou pire sur une arme. Enfin, c'est quand même, on ne porte pas des accusations comme ça graves. Et être à l'origine de 2 erreurs judiciaires, certes, les conséquences ont été relativement modérées parce que ça s'est arrêté. Elles étaient tellement bêtes, ces accusations, qu'elles se sont arrêtées au moment de la garde à vue. Mais c'est quand même jamais agréable de faire une garde à vue, surtout sur des sujets comme la disparition de la petite Mouzin ou les attentats de Toulouse, Montauban. Vous voyez bien quand même l'inconséquence d'un journaliste comme ça. Faut bien parler dans le micro et pas trop fort, sinon ça fait des échos. On s'excuse, on fait comme on peut. Depuis, l'auteur de 21 livres en 19 ans n'a jamais produit d'informations qui, en bien ou en mal, ait fait parler de lui. N'a pas fait la moindre révélation sur son supposé domaine de compétence, le terrorisme. Mais il est tellement incrusté dans le poste, comme d'autres experts de l'expertise, qu'on en oublie pourquoi. Au procès de l'attentat du 13 novembre, cela s'est vu. Le président de la cour d'assises et les avocats généraux n'ont pas estimé nécessaire de lui poser la moindre question. Au contraire, des avocats de la défense qui ont pris un malin plaisir à tourner en dérision ses assertions. Vous êtes un des témoins les plus extraordinaires que je n'ai jamais vus, car vous avez réponse à tout, ironise maître Ilyasine Malawi. Vous arrivez même à dire que tel accusé n'est pas réinsérable. Votre analyse aujourd'hui frise l'absurde. J'ai tenu un discours digne, mesuré et documenté, lui répond Mohamed Sifawi. Un peu plus tôt dans l'après-midi, contrairement à ce qu'ont révélé de précédents procès d'attentats djihadistes, il avait affirmé « Il est impossible de voir un réseau djihadiste faire appel à quelqu'un qui ne fait pas partie de l'Alliance, qu'on puisse donner des missions à un individu qui n'est pas dans le même mood idéologique. » Encore plus farfelu, il avait osé « Je dois dire qu'il y a chez certains universitaires des liens, pour le moins curieux, avec les djihadistes, dont on se demande encore sur quelle base factuelle ils s'appuient pour le professer devant une cour d'assises. Ces analyses péremptoires ne l'empêcheront pas, au contraire, d'accompagner l'équipe de campagne de Manuel Valls durant la primaire socialiste de 2016, apportant ses lumières sur la lutte antiterroriste. On aurait dû faire des trigger warnings sur les attentats et sur Manuel Valls, parce que ça doit choquer quelques personnes. Juste, j'en profite, là, je vois une série de questions dessus. Alors, Terence, comment se fait-il qu'il n'a pas perdu le peu de crédibilité qu'il avait encore à ce moment-là? Ça, c'est aussi un problème de notre profession, c'est qu'on oublie, et que y a des gens qui invitent ces gens-là, et qu'après, c'est le système qui se nourrit. Vous l'avez vu à la télé, donc c'est qu'il est compétent. Et il est compétent, donc on l'invite à la télé. Et c'est terrible. Et on en crève. Alors, Karim, est-ce que quand vous publiez ce genre d'article, des sénateurs vous appellent avant les auditions? Alors, ça pourrait arriver, je suis pas sûr de bien comprendre, mais ça pourrait arriver. Là, en l'espèce, pas du tout, vu que ce que je raconte n'a pas trait à l'objet de la commission d'enquête. Après que on en a parlé, là, Tariq parlait de notre lettre enquête. On a fait une lettre enquête avec Hélène Salvi, Marine Turchi et votre serviteur sur justement comment des enquêtes journalistiques et des commissions d'enquête parlementaires peuvent s'alimenter les uns les autres. Voilà, je t'invite à relire ça, mais là, en l'espèce, moi, ce que je raconte, c'est toute la carrière de Sifawi, mais ce n'est pas ce qu'on lui reproche dans le fond Marianne. Quelle place accordes-tu au conditionnel dans tes articles? C'est très variable. Là, il se trouve que ce sont des choses factuellement justes. Donc, on les met, je n'ai aucun problème, je peux aller en justice. Ce sont des choses existantes et je m'appuie sur des bases solides. Quand
ce sont des sujets, par exemple ce que je vous racontais sur mon éditeur quand on va au représentant. Je l'ai pas utilisé dans l'article. Là, c'est juste du souvenir. Alors, c'est des souvenirs que j'ai vécu en direct, mais concrètement, si c'est si c'était Tari qui m'avait raconté ça et que je l'avais utilisé, j'aurais mis un conditionnel parce que je n'aurais qu'une seule source et j'aurais probablement essayé d'en trouver une autre pour. Mais voilà, le conditionnel, on l'utilise quand on n'est pas sûr, ça a un vrai sens. L'écho sur le son, j'espère qu'il y en a moins maintenant. Et ouais, là ça nous éloigne, mais je reviendrai sur ce que tu dis, Satrape, après. On va peut-être reprendre. Ouais, on reprend un peu, comme ça après on aura déjà des questions voilà. pour continuer la discussion. Donc on en était où ? On en était à Manuel Valls. Voilà. En bon expert, Mohamed Sifawi a un avis tranché sur tout et tout le monde. Les Asiatiques, ils ne viendraient en France que pour gagner de l'argent. Une déclaration sur RMC qui a valu à l'époque à la radio une mise en demeure du CSA. L'Algérie, le pays le plus raciste du monde, écrit-il sur Twitter en affirmant s'appuyer sur une étude qui n'existe pas, mais dont les pseudo-résultats circulent sur des sites d'extrême droite, comme le révéleront des médias ici et là. À l'occasion, sans aller jusqu'à supprimer son tweet, Sifawi va finir par reconnaître que sa source n'était pas fiable. Latifa Ibn Zaten, mais je l'ai déjà vu en plus. Elle fait pas mal de trucs dans les classes, dans les scolaires, etc. C'est justement. Je viens de le capter. La mère d'un militaire français tué par Mohamed Merah, qui se consacre depuis à la déradicalisation, mais a le défaut aux yeux de Sifawi de porter le voile. Je suis assez étonné qu'on honore une femme qui a perdu son fils, mais qui porte le voile. Ce n'est pas parce qu'une personne perd son fils et qu'il y en a beaucoup, des centaines de personnes, qu'on va la faire sortir de ses fourneaux, SIC, pour en faire une égérie. Le SIC, c'est pas Sifawi, hein, il est de Mediapart. Oui. Pour en faire une égérie de la lutte antiterroriste. Une autre fois, le voile qu'elle porte est porté par une idéologie qui a tué son fils. Alors, arrêtons-nous juste là-dessus 2 secondes. On est quand même sur un jeune homme qui est soldat dans l'armée française, qui se fait assassiner, achevé par Mohamed Merah, alors que lui-même est pas armé, et sa mère va consacrer du temps en disant moi qui suis maghrébine, moi qui suis musulmane, ce n'est pas ça l'islam, ce n'est pas ça, et qui prône un discours de concorde et un discours républicain, et qui donne son temps, qui a créé une association au nom de son fils de mémoire, et elle donne de son temps. C'est quelque chose qui est éminemment louable et pour lequel elle est assez louée. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Et Mohamed Sifawi, lui, tout ce qu'il voit, c'est un bout de tissu. On a le droit de penser tout ce qu'on veut du voile. Moi, je m'en fiche. Chacun fait ce qu'il veut. Mais lui, vous voyez la violence des propos qu'il porte à l'encontre de cette femme dont le comportement n'est qu'exemplaire. Ça en dit là aussi très très long sur le personnage. Et rien que là-dessus, je trouve que les personnes qui le défendent auraient dû s'arrêter de le défendre. En décembre 2015, à l'occasion d'une soirée électorale, il tweet qui est la botoxée basanée qui parle sur France 2 avec Pujadas. Alors j'ai cherché à essayer de retrouver, parce que j'avais la date précise du tweet, et donc c'était une soirée électorale. J'ai essayé de chercher dans les invités de Pujadas ce soir-là. J'ai pas réussi à trouver à propos de qui il parlait, mais rien que le propos. Voilà, quand on se prétend soit journaliste, soit chercheur, soit il peut se prétendre tout ce qu'il veut. On tient pas à ce discours-là. T'as l'outrecuidance d'être à la fois sexiste et raciste. Et d'ailleurs, comme Edoui me le faisait remarquer, je vais rajouter, il y a une autre saillie que je n'avais pas mis, parce que avec Sifawi, on est obligé de hiérarchiser l'information tellement il y en a. Mais il y a aussi une saillie particulièrement dégueulasse concernant des femmes portugaises. Et c'est vrai qu'Edoui me faisait remarquer que ça manquait au paysage. Et donc, on va le mettre aussi parce que voilà, ça finit de caractériser le bonhomme. Et c'est donc cet expert de la dialectique et des analyses pondérées qui a été choisi par Marlène Schiappa et le préfet Gravel pour incarner, quelques mois après l'assassinat du professeur Samuel Paty, un contre-discours visant à sensibiliser la jeunesse aux dangers des idéologies séparatistes. Entre guillemets, évidemment. La caution scientifique des clubs de foot. Ouais, vas-y. Juste peut-être, Satrape Mandragora. Ouais. Tu demandais donc en gros si on avait une idée de la répartition du budget alloué au contre-terrorisme pour lutter contre des oppositions
le fameux fantasme sur les éco-terroristes, les ultra-jaunes et compagnie. Non, vous savez, c'est juste, là je me permets une petite digression, mais des fois on est un peu victime presque de notre réputation, de notre travail. C'est-à-dire quand on arrive à sortir des infos sur un milieu aussi fermé que le renseignement ou que la lutte antiterroriste, on s'imagine qu'on a des entrées partout et qu'on sait tout. Mais j'aimerais bien, mais malheureusement nous ne sommes pas omniscients à Mediapart, et si on arrive à sortir des infos, c'est un peu grâce à notre travail, mais c'est aussi beaucoup grâce à nos sources et aux gens qui prennent des risques pour que l'information vive. Et ce genre d'informations, alors des fois on peut les trouver dans les rapports. On parlait tout à l'heure des commissions d'enquête. Il y a le travail parlementaire où on peut trouver des fois des chiffres. Clairement, ce type de chiffres que tu demandes, on ne l'a pas. Moi, par exemple, je m'étais pas posé cette question-là sous cet angle-là, mais il y a quelques temps, quand on voyait monter la menace d'ultra-droite, je savais que, par exemple, que la DGSI avait redéployé des moyens sur l'ultra-droite. Et j'aurais voulu savoir quelle était la proportion entre la lutte terro-djihadiste et celle d'ultra-droite pour comprendre. Bon, j'ai fait des demandes, j'ai essayé de la savoir par des moyens détournés, j'ai pas réussi. Ce qui est sûr, c'est qu'on voit... mais faut faire aussi, juste pour terminer de te répondre sans pouvoir vraiment complètement te répondre, ça trappe. Faut faire aussi une différence entre ce qu'on entend dans le discours des politiques, et je pense très fortement à notre ministre de l'Intérieur, qui va me porter en avant des thématiques en raison de son calendrier personnel ou plus largement du gouvernement, et la réalité du travail de terrain qui va être fait par les services de renseignement. Je ne suis pas sûr que le focus mis sur les éco-terroristes soit à l'aune de ce que nous professent certains membres du gouvernement. Pour le coup, Jade Lingard en parlait il y a pas longtemps dans L'air libre, justement, entre les effets d'annonce, la réalité, et puis là il y a eu quelques jours justement des perquisitions synchronisées avec beaucoup de moyens qui ont en fait donné sur pas grand chose, et à chaque fois c'est comme pour la dissolution des mouvements, des soulèvements de la terre, qui au final sont des effets d'annonce qui sont pas très suivis de faits, et heureusement. Oui, parfois. Oui. Est-ce que tu réponds encore à des questions Non, vas-y, continue, je continue à les regarder en attendant. Plein de questions, après on a encore du temps, on est là toute la nuit, on fait la nocturne avec toi. Jusqu'à demain matin. Voilà. Il y a Jade qui va nous ramener les croissants. C'est une private joke, hein, rassurez-vous, il n'y a rien de... Ouais, ces dernières années voient se multiplier pour Mohamed Sifawi les déconvenus. En 2018, il lance le magazine Contre-terrorisme. Je sais pas pourquoi j'ai voulu le dire en anglais. J'ai fatigué. Mais c'est parce que abonnez-vous et worldwide. Ouais, c'est ça. Subscribe. Dont il est directeur de publication, mais il ne connaîtra que 2 numéros. L'année suivante, l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne annulera la formation payante à la prévention à la radicalisation, dans laquelle il devait intervenir, l'annonce de sa participation ayant provoqué un tollé. Alors, l'an dernier, Sifawi, le déradicalisateur, s'est réinventé en directeur de la communication du club de foot d'Angers en Ligue 1. Le 19 octobre 2022. Une semaine après son arrivée, il envoie un communiqué incendiaire pour mettre en garde nos confrères de Ouest France avant la divulgation d'une enquête visant l'entraîneur d'Angers. Si la plupart des journalistes font leur travail de manière consciencieuse, d'autres se laissent entraîner parfois dans des manœuvres sournoises visant à déstabiliser le club. Ce qui vaut une réponse cinglante de l'Union des journalistes de sport en France. Monsieur Sifawi s'arroge le droit de distinguer les bons et les mauvais journalistes selon leurs écrits sur le club. Monsieur Sifawi a bien fait de changer de métier. Il devrait se souvenir que les journalistes ne se contentent pas de diffuser l'information, mais la recherchent inlassablement, la vérifient, l'enrichissent, indifférents aux leçons de tous ceux qui tentent en vain de remplacer l'information par la communication. Un mois plus tard, à cause d'un autre de ces tweets, il se met à dos les supporters qui réclament son départ.
Enfin, lors d'une causerie d'avant-match, l'entraîneur d'Angers défend l'un de ses joueurs suspecté d'attouchement sexuel en déclarant devant le reste de l'équipe « On a tous déjà touché des filles ». Le nouveau directeur de la communication nie la scène face aux journalistes qui l'interrogent en parlant de bobard, avant que quelques heures plus tard, l'entraîneur ne reconnaisse avoir tenu ses propos. Au bout de 6 mois tumultueux et avant la fin de la saison de Ligue 1, Mohamed Sifawi quitte son poste. Puis, ce seront les révélations de France 2, Marianne et Mediapart concernant le scandale du fonds Marianne. Et maintenant, un siège l'attend devant la commission d'enquête pour expliquer en quoi il est une caution scientifique. Alors, Taraïd, si tu faisais vraiment ton travail, tu remarquerais qu'il y a quand même une énorme faute dans cet article. C'est que nous avons annoncé l'audition de Sifawi pour ce matin. En fait, elle n'a pas eu lieu vu que il a fait l'objet d'une perquisition à cause de l'enquête judiciaire qui est en cours sur le fonds Marianne. Donc je me suis trompé je vous invite à lire le papier fait par Antoine Rouget et Hélène Salvi qui suivent l'affaire au long cours sur la perquisition en cours. Tout à fait, et ça, il me semble même que c'est en une de Mediapart en ce moment même. Hop là, on repasse avec notre petite caméra traditionnelle. Je remets mon micro. Est-ce qu'on a des questions depuis? Alors... Est-ce que tu as vu des choses passer, toi? Alors, lutter contre la surveillance, c'est pas tout à fait le sujet. Alors, peut-être la question des experts télé, c'est une... qui était un peu plus haut, Auguste Soleil, enfin non, mais qui faisait un commentaire, mais peut-être parce que, oui, c'est un peu c'est quelque chose, moi, au plus fort de la vague d'attentats, j'étais énormément sollicité par les médias et je disais non quasiment 7 ou 8 fois sur 10. Et j'en parlais avec par exemple, enfin c'est des copains et puis on adore, enfin on suit nos travaux respectifs, mais David Thompson, Wassim Nasr et d'autres, Sarah Guibaudot à Inter, enfin bref. Et c'est vrai que et j'en parlais avec des copines qui, elles, sont des journalistes très bonnes, qui travaillent à BFM TV, qui nous invitaient souvent, bien sûr. Et c'était très compliqué parce que je faisais attention, même si j'étais considéré comme un spécialiste sur le djihad, il y a des sujets, je les maîtrise pas. Et je considère que, voilà, moi, qu'est-ce que j'ai mon nom et mon carnet d'adresse. Et je voulais pas venir. Et puis, par ailleurs, en journée, je suis quand même supposé travailler pour Mediapart. Donc, supposé, enfin un aveu dans cette émission. Si je passais des heures à me mettre à niveau, et encore, est-ce que j'aurais été à niveau, voilà. Donc, il y avait des sujets, je les sentais pas. Même si, alors des personnes qui nous invitaient disaient oui, mais si tu viens pas ou telle personne ne vient pas, peut-être que tu maîtrises pas tout, mais tu diras moins de bêtises que la personne suivante qu'on va devoir inviter. Et là, on va inviter des escrocs. Je leur dis oui, mais non. Chacun son problème, mais en même temps je les comprends aussi. Alors je pense qu'il y a certains programmateurs de télé qui ne font pas assez le travail. Il y a plein de chercheurs passionnants, il faut juste prendre le temps d'aller regarder. Mais c'est compliqué. Et par ailleurs, étant Mediapart, portant la parole de Mediapart sur un sujet où quand même le djihad, on sait que quoi qu'on dise, on peut faire l'objet de critiques, et on est observé. J'avais peur aussi. Donc je demandais toujours quand j'étais sur un plateau à côté de qui j'allais m'asseoir. Et clairement, s'il y avait eu un Sifawi, un Alain Bauer ou un autre, je disais bah non merci, je peux pas. Je disais pas pourquoi. Il s'agit pas de faire un chantage à la chaise, mais je venais pas parce que j'avais peur que ces gens-là récupèrent un de mes propos et disent ah bah vous voyez ils pensent comme moi ou machin, alors que pas du tout. Et voilà, tout ça c'est des questions qui font que on a des gens, on sait, enfin les gens qui font les plateaux télé, il y a des gens par contre, on sait que vous les appelez à n'importe quelle heure du jour et la nuit, ils viennent. Et c'est rarement les meilleurs. Et après, le système s'alimente. Mais franchement, moi, j'ai pas de bonne solution là-dessus. Je suis en train d'essayer de lire les différents... Vas-y. Est-ce que celui-là, donc comment Mera, qui est signalé par la CIA... Ça, est-ce que déjà c'est vrai ou pas, je ne sais pas. Oui, il y a des trucs. Enfin après, je me rappelle plus trop là. Okay. Ça fait tellement longtemps, ça fait 10 ans. Et qu'on dira de lui qu'il avait été surveillé avant d'être actif. A-t-il pu
commettre ces crimes, l'Afghanistan étant le seul terrain de guerre de l'époque. Valls, après ça dérouillé des primaires à gauche et son ralliement à Hollande, dira « Si on est élu, on fera la lumière sur l'affaire Mera ». Alors, on peut reprocher beaucoup de choses à Manuel Valls, et sur la lutte antiterroriste notamment, et je suis de ceux qui pensent que c'était une très bonne chose qu'il soit pas ministre de l'Intérieur au moment de la vague d'attentats. Pour le coup, sur l'affaire Mera, il y a eu une commission, il y a eu un rapport, et qui pointait quand même tout un tas de dysfonctionnements, et après, le gouvernement socialiste a essayé d'en tirer les conséquences. Donc, on peut considérer que ça a été fait, et c'était Manuel Valls qui était ministre de l'Intérieur. Donc, sur ce coup-là, on lui reprochera pas. Sur ce coup-là, précisément. Ensuite, on a pour écrire ce CV, donc le CV de Mohamed Sifawi, quelles ont été tes sources ouvertes? Est-ce que tu révèles tes sources? Mais là, là, ce sont que des sources ouvertes. Y a rien de secret, de mémoire dans ce que j'ai. C'était des choses que je savais, que j'avais vécues plus ou moins directement ou indirectement, enfin plutôt indirectement, mais qui avaient été écrites. Donc là, ça a été franchement, c'est pas une enquête, hein. Enfin, je sais plus si, j'espère que je l'ai pas qualifié d'enquête ce papier. Ou alors on dira c'est un des éditeurs, hein, c'est pas de ma faute. Mais voilà, c'était vraiment en source ouverte. Par contre, comme je connaissais le personnage et je connaissais sa carrière, je savais où aller chercher. Mais après, c'était des recherches internet. Voilà, je savais un peu plus précisément parce que je connaissais, ou je savais qui avait écrit dessus, et voilà. Mais c'était facile. Ensuite, il y a ceux avec un vrai zinc, le sol poisseux des concerts de Noise à la salle du fond du bar tabac de la rue des Martyrs. Mais ça, c'est juste des paroles de chansons. Mais ça me rappelle que j'ai une question à te poser. Vas-y. Hein, sur le bouquin, donc pour les gens qui l'ont pas encore acheté, Mediapart, 15 grandes enquêtes. Dedans, mais oui, parce que j'ai pas compris. Dedans, il y a donc toutes les enquêtes, enfin 15 enquêtes de Mediapart. Dont une que tu as écrite qui s'appelle Les services secrets de l'État islamique, et comme on le répète à chaque fois, c'est pas juste les articles de Mediapart qui sont mis dans ce livre, mais c'est on réécrit, vous réécrivez à la fois comment vous avez fait pour, enfin voilà, un peu les coulisses et quels ont été les impacts ensuite. Et dedans, donc sur les services secrets de l'État islamique, tu commences en disant « C'est un ticket de cinéma qui m'a mis sur la piste du secret de l'État islamique. J'ignore le titre du film qui y figurait, je sais juste qu'il était et devait absolument être l'émanation d'une salle italienne. » Et après, tu nous dis pas pourquoi, comment... Mais si, faut lire 2 pages après. Non, mais j'ai lu tout le truc. Tu expliques dedans que... Pourquoi alors, le KGB... Oui, en fait... Non. Voilà. Alors, je vais peut-être leur expliquer. Parce que les gens l'ont pas lu. Raconte-nous. En fait, post-Nice... je sais pas si vous vous rappelez, mais il y avait cette histoire, le fait que un tutoriel d'Al-Qaïda racontait 5 ans avant Nice comment faire un attentat au véhicule bélier. Et tout le monde le mentionnait comme ça, mais moi je m'étais dit mais non, faut aller regarder concrètement et voir s'il le suit. Et d'ailleurs c'est assez flippant, c'est qu'il suit le scénario quasiment à la lettre. Et j'en avais fait un papier et j'avais été un peu au-delà, on aime bien être exhaustif à Mediapart, donc je m'étais infusé tout un tas de tutoriels des organisations terroristes djihadistes pour voir leurs préceptes et tout. Je fais le papier, il sort, et quelques temps passent, et je me dis, mais en fait, j'ai raté mon coup. C'est-à-dire, je me suis focalisé sur ce qui est le plus choquant, c'est-à-dire ce qui nous tue, leur manière, les recettes pour réussir un attentat. Et je réalise qu'en fait, dans ces tutoriels, la moitié des pages, c'était sur comment bien tuer quelqu'un, mais l'autre moitié, c'était attention, comment vous devez faire pour pas être opéré. Comment vous... Et là, il y avait notamment, on citait un ancien patron de la CIA. Et l'élément sur les clandestins, c'était, vous voyez, faut pas refaire votre légende. Donc, quand vous êtes supposé venir d'un pays, faut avoir des objets de le pays. Et il disait, voilà, les gens du KGB, quand quelqu'un était supposé venir d'Italie, il avait un ticket de cinéma usagé dans sa poche d'un cinéma de Rome ou n'importe. Et c'est en repensant à ce ticket, je me suis dit, mais en fait, ils sont focalisés, ils citent des trucs du KGB, de la CIA. Et je suis allé voir Fabrice Arfi à l'époque et je lui ai dit, mais
tiens, je vais faire un truc sur comment les organisations terroristes djihadistes s'inspirent des méthodes de services de renseignement. Alors, Fabrice m'a dit, génial. Je lui ai dit, bah écoute, je vais te faire un petit papier très théorique, hein, ça va être court. Et puis, je suis parti sur un truc, ça finit en 4 papiers de 20 000 ou 30 000 signes. Et après, j'en ai fait un livre. Enfin bon, c'est une histoire très classique et commune au sein de Mediapart. Oui, il faut dire que avant de lire l'article sur Sifawi, on avait prévu de lire un autre article qui est passionnant d'ailleurs. Qui tient beaucoup plus à cœur. Beaucoup, en plus, mais qui était beaucoup trop long. On en parle juste après. Mais donc, en fait, il n'y a pas, toi, tu n'as pas trouvé un ticket. Non, c'est mentionné dans un tutoriel. Ok, moi je croyais que ah non, mais c'est là, j'étais là, c'est qu'est-ce qu'un cette image. Terroriste en France ferait avec un ah bah il le ferait pour faire il le ferait avec un ticket de cinéma français. Ah bah bien sûr. Ok, moi j'étais perdu là. Bon bah maintenant j'ai compris et j'ai appris quelque chose en même temps que vous. Est-ce que on va d'abord voir s'il y a quelques questions parce que je vois qu'il y a le chat a pas mal avancé. Alors juste il y a Céline Marthe qui est une copine et qui s'y connaît un peu elle aussi, c'est une litote sur les choses djihadistes et qui s'y connaît un peu aussi, c'est une litote sur Mohamed Sifawi, qui évoque le comportement de Sifawi lors du procès de Charlie Hebdo. Elle a totalement raison. Elle évoque aussi. On peut le lire pour les gens qui voient pas bien dans le chat. Mathieu, tu aurais pu également parler de l'attitude de Mohamed Sifawi lors du procès de Charlie Hebdo. Je sais, il y a tellement à dire. Il a assisté à certaines audiences avec ses officiers de protection assis sur le banc, des journalistes sans accréditation. Le jour du verdict, il a pris la place d'un média juste pour être là. Il faisait son shopping en ligne lors des audiences. D'ailleurs, Mathieu a-t-il toujours cette protection policière? 2 policiers à l'époque, dont un chauffeur. Oui, il faisait son shopping de Noël, pour être précis, de mémoire. Et donc, juste pour être précis, parce que Céline Marthe, c'est déjà, les abonnés de Mediapart la connaissent, elle s'appelle Céline Martelet, elle est journaliste, elle suit le djihad, elle va sur le terrain en Syrie, et elle a pigé plusieurs fois pour Mediapart. Et juste pour répondre un petit peu, et en fait, je passe ma journée à ça, là, depuis 24 heures, c'est que j'ai plein de confrères ou de consoeurs, journalistes ou des chercheurs qui envoient des petits messages très sympas et en disant ah bah merci, il était temps qu'on le fasse. Et en même temps, ils me disent ouais c'est super, mais pourquoi t'as pas parlé de ça aussi? Et je suis obligé de leur dire bah en fait, il y a tellement à dire sur lui. Que j'ai dû faire des choix. Pour une fois, j'ai fait un papier à peu près court. Voilà. C'est ça que j'ai choisi pour le lire. Oui, ça intéressait pas du tout Tariq, c'est qu'il pensait que ça prendrait moins de temps. Mais non, en fait, non, et on a privilégié l'efficacité, mais juste pour la petite anecdote, c'est que j'ai même découvert là, de la part de confrères ou consoeurs qui m'envoyaient des choses que j'ignorais. Là, je sais ce que raconte Céline, mais là, pour le coup, il y avait des trucs que j'ignorais. Et j'ai dit, en plaisantant à Antoine, je dis, bah, écoute, comme il va être entendu dans 2 jours, je vais te faire un 2e portrait, parce qu'il y a encore des choses à révéler sur lui, quoi. Le volet 2. Que pensez-vous de Gilles Kepel? Est-ce que tu as envie d'en dire quelque chose? Oui, j'ai aucun souci, parce que j'en ai déjà dit du mal. Non. Ce soir, on balance ouais, tout. on est tranquille. Non, mais alors, Gilles Kepel, il y a une énorme différence avec Mohamed Sifawi. Gilles Kepel est un vrai chercheur. C'est quelqu'un qui a produit de l'intelligence. Voilà, donc dont le travail a été honorable et respectable. Le problème de Gilles Kepel, là c'est là où je deviens moins gentil, c'est que ça doit faire 10-15 ans, pour pas dire 20 ans, que il n'a pas fait de terrain. Et j'avais eu le malheur de me moquer un peu de lui parce que un jour où des gamins avaient mis le feu, alors je crois que c'était un cirque à Trappes ou je sais plus, enfin un fait divers comme il peut y en avoir plein partout, ça avait un peu ému les chaînes d'infos en continu et Kepel avait été à la télé pour nous raconter que c'était du terrorisme d'ambiance. Et quand 1 an ou 2 après il avait fait un livre qui devait être intitulé Le djihadisme d'atmosphère, donc j'avais pas pu me réfréner, j'avais fait un tweet en disant que on venait de faire une percée conceptuelle en passant du terrorisme d'ambiance au djihadisme d'atmosphère. Je rigole, mais vous voyez bien que là, on est dans du concept marketing et qui démontre une certaine vacuité en l'espèce. Mais encore une fois,
Kepel, il y a plein de choses qu'on peut lui reprocher, mais c'est quand même quelqu'un qui a travaillé, qui a fait des vraies analyses. Sifawi, ça a été un escroc du début à la fin de sa carrière. Kepel, c'est pas ça. La fin est juste un peu difficile. Ok. La disparition du corps diplomatique a-t-il un impact négatif en matière de renseignement extérieur ? Avez-vous parlé avec des gens de la DGSE ? J'avoue que je me suis pas encore vraiment posé la question. Puis les gens de la DGSE, c'est quand même compliqué. Clairement, j'y ai pas autant mes entrées que je peux les avoir sur les services de renseignement intérieur. On est aussi le produit de ce qu'on a été avant. Moi, j'ai travaillé, ça fait 20 ans que je travaille sur la police. Donc j'ai plus de facilité parce qu'il y a des gens que j'ai connus, policiers dans des commissariats de quartier, que j'ai connus sur le grand moutisme ou autre, et qui sont devenus après espions. Sur les espions côté Mili, j'ai un peu plus de difficultés, et quand on parle de sujets, enfin, j'ai pas parlé de ça, et j'ai pas le regard. Très bien, à Mediapart, quand on ne sait pas, on ne le dit pas. Enfin, on dit qu'on ne le dit pas. Donc, visiblement, sur Mohamed Merah et la CIA, c'était une info du Monde. Donc, visiblement, ça me dit quelque chose. Tout ça. Ouais. C'est juste que là, j'ai un coup de fatigue et je préfère ne pas affirmer de but en blanc. Mais... Alors, sait-on qui était... Alors, juste attends, tiens, Charles Vann, juste avant là, la polémique. Voilà. Il y avait une polémique sur la sécurisation des lieux à Nice. L'accès n'aurait été ouvert à la police nationale selon un employé de mairie qui a été interviewé. Cet employé de mairie est une policière municipale, donc qui est rémunérée par Christian Estrosi, enfin, ou en tout cas la personne sur le siège de Christian Estrosi qui fait ce que lui dit de faire Christian Estrosi, enfin à l'époque, Estrosi n'étant que premier adjoint parce qu'il devait être président de je ne sais quoi à ce moment-là, de région, de je sais plus. On avait fait une enquête avec Hélène Salvi pour raconter que en fait les principaux problèmes ils venaient plutôt de la police municipale, et ça me permet de répondre aussi à une autre question, des systèmes de vidéosurveillance que nous survendait Estrosi. Vous vous rappelez, après l'attentat de Charlie Hebdo, il avait été quand même jusqu'à dire que si ça s'était passé à Nice, les terroristes auraient été arrêtés tout de suite parce que grâce à son système de vidéosurveillance. Le fait est, on avait raconté avec Hélène que pendant 3 ou 4 jours, le terroriste avait fait des repérages, non pas tout seul, à pied sur la promenade des Anglais, avec son camion. C'est-à-dire qu'il montait sur des endroits où il n'aurait pas dû monter avec son camion, et qu'il n'y avait eu aucun policier municipal qui a été là pour ne serait-ce que lui mettre une contravention. Donc, est-ce que la police nationale a raté sur Nice ? Moi, je ne l'affirmerai pas, je ne peux pas le nier, je suis pas sûr. En tout cas, il y a des vrais problèmes côté municipal. Ok. Alors, il y a plusieurs questions là pour l'instant, savoir qui est Terence, parce que c'est vrai qu'il est très très informé, mais pour l'instant, on ne sait pas. Squarcini est visiblement sur le coup. Surtout la question que Anna et Tariq oublient toujours de poser. Est-ce que tu sais imiter Edoui Plenel ? Non. Vaut mieux pas, parce que là, tu te mets quand même pas mal de monde à dos. Tu peux éviter de te mettre Edoui à dos, c'est mieux pour ta carrière. Juste... Je vais le spoiler. Je sais plus, Fabien Escalona n'est pas encore venu. Il est venu pour Retex. Faut le faire revenir parce que il fait de mémoire. Je sais plus. Il fait de mémoire une très très bonne imitation d'Edoui Plenel. Ah oui. Donc et pas que d'Edoui Plenel. De toutes les révélations. Moi j'ai déjà vu comment il s'appelle, celui qui ouvre les portes dans les châteaux là. Stéphane Bern. Oui, Fabien Escalona est redoutable en imitation, et d'ailleurs j'évite de trop le fréquenter parce que j'ai peur de faire l'objet un jour d'une imitation moi-même. J'ai très peur de savoir. Je sais plus du tout si c'était Justine ou Fabien qui était venu pour Retex, et pourtant c'était il y a pas si longtemps. Mais peut-être on pourra me le dire pour les gens qui regardent assidûment
assidûment l'émission dans le chat, je ne sais plus. Et d'ailleurs, si vous voulez aller voir tous les replays, ouais, voilà, c'était Justine. Donc peut-être que on invitera à la rentrée Fabien pour toutes ces imitations, mais ça lui fout la pression parce que je sais que vous allez lui demander du coup. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, si vous voulez regarder, allez regarder tous les replays de cette émission. On en est à plus de 25 émissions, toutes aussi passionnantes les unes que les autres. N'hésitez pas à le faire, c'est sur Mediapart dans l'onglet vidéo. Alors, quel est le ressenti des agents du renseignement intérieur par rapport à leur métier? Ont-ils les moyens de leurs ambitions? Sont-ils soumis à des pressions politiques? Alors, le ressenti, il est bien meilleur aujourd'hui qu'en 2015. Clairement, l'État a mis les moyens et les services de renseignement, enfin, c'est même à l'heure actuelle, ils disent plutôt, enfin voilà, on a presque trop, enfin, tout va bien. Autant 2014-2015, c'était très compliqué. Là, ça va. Par ailleurs, on est aussi dans une période 2014-2015. Il y avait un attentat tous les 2 mois. Il y avait des journalistes et j'en ai pris ma part et Mediapart pour dénoncer les ratés et les failles. Je l'assume totalement et je pense qu'on avait raison. Mais donc pour eux, c'était dur à vivre. Là, on est à l'heure actuelle un creux de vague sur les attentats terroristes. Donc, il y a quand même pas le même stress. Alors, il y a la guerre en Ukraine, mais on est concerné. C'est un sujet d'importance vitale pour les années. Pas mal, on l'a traité aussi, ouais. Toi, directement, si tu veux en parler après. Tout à fait, mais en tout cas, il n'y a pas le même stress impératif qu'ils sont maintenant. Donc là, ça va plutôt pas trop mal. Ils ont les moyens. Voilà. Franchement, on a pu critiquer. Là, il y a pas grand-chose à dire. Les pressions politiques, je suis pas sûr. C'est-à-dire que, alors concrètement, sous le quinquennat de François Hollande, les magistrats et les policiers des services de renseignement disaient mais on nous a foutu une paix royale et on peut lui en savoir gré, c'est qu'apparemment il n'y a jamais eu d'émission voilà, qui n'aurait pas dû avoir lieu. Depuis que c'est Emmanuel Macron, j'en suis un peu moins persuadé. Alors, moi, j'avais fait des papiers, notamment au moment des Gilets jaunes, le début des Gilets jaunes, où à un moment, c'était Castaner, de mémoire. On se coltine quand même. Enfin, on monte en gamme sur le ministère de l'Intérieur d'année en année. C'est incroyable. Mais bref, là c'est une petite digression, vous m'excuserez. Mais donc, Castaner et d'autres essayaient d'expliquer qu'il y avait une convergence des luttes entre l'ultra-droite et l'ultra-gauche. Et j'avais fait une série de papiers en me basant sur des notes des services de renseignement qui montraient que, c'était faux. Après, je sais plus ce que Macron avait prétendu sur je ne sais plus quoi, mais pareil, il disait exactement l'inverse des services de renseignement. Et j'avais réussi comme ça, c'était une petite période magique, en tout cas pour moi, où j'avais réussi en un mois en mettre le nez dedans, mais c'était des choses où le politique, nos gouvernants disaient l'inverse de la réalité de terrain. Je n'ai pas vu précisément de choses où les gouvernants essaient d'influencer le travail des services. Après, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. En tout cas, je suis pas en mesure de l'affirmer. Moi, j'ai une question sur ton taf, notamment quand c'est sur les renseignements, sur le terrorisme, etc. Et on reviendra un peu sur l'article qu'on avait prévu de lire à la base, mais qui est un peu long. Comment tu détermines en fait ce que tu peux dire, ce que tu peux pas dire? Comment tu détermines ce qui peut mettre en danger la sécurité de l'État et des citoyens, citoyennes, machin? Alors, déjà, il y a la règle d'or qui s'applique là à tous les domaines sur nos sources. On protège nos sources, ça c'est le premier impératif. Ensuite, effectivement, quand on est sur le terrorisme, il y a cette question de pas mettre en danger la vie d'autrui. Je me suis censuré 2 fois Mediapart. C'était une autocensure partielle et hasard du calendrier qui a eu lieu quasiment en une semaine d'intervalle. J'avais des informations, c'était dans mes premiers papiers pour Mediapart. L'un, c'était sur l'organigramme.
Non, mais par ailleurs, maintenant, il y a prescription pour différentes raisons. L'un, c'était sur l'organigramme de ceux qui planifiaient les attentats au sein de l'État islamique, et l'autre, c'était sur les Al-Qaïda qui étaient un peu jaloux de l'État islamique et qui, du coup, voulaient taper aussi en France pour faire aussi bien que le 13 novembre avec toutes les guillemets du monde. Et donc, j'ai des infos sur 2 projets d'attentats. Enfin, j'ai des infos sur la personne qui aurait remplacé Abaoud au sein de l'État islamique. Et j'ai des infos sur un projet assez concret d'Al-Qaïda. Et quand j'appelle des sources institutionnelles, donc là j'ai eu des sources qui sont des vraies sources, des sources privilégiées. Quand j'appelle des sources plus institutionnelles, au parquet de Paris, dans des services de renseignement, donc là les grands chefs, sur les 2 cas, donc, il va y avoir une semaine d'intervalle, on me fait vous allez sortir ça. On me demande pas de ne pas le sortir. Et je leur dis, mais attendez, on va se parler concrètement. Est-ce que c'est parce que vous allez aller taper demain dans telle cité la grande-tante ou le cousin qui a prêté son ordinateur, et auquel cas j'en ai rien à faire. Et puis parce que vous avez tapé 10 personnes la veille, et si vous pensez que le 11e, il est pas au courant, c'est que vous y connaissez rien, et je m'en fous. Ou est-ce que vous pensez que ça peut anticiper peut-être un attentat parce que des terroristes me disent on est plutôt sur le 2e cas. Donc j'ai pris bonne note. Encore une fois, on m'a rien demandé. J'en ai parlé à mes chefs au sein de Mediapart et j'ai fait mes papiers. Je parle de la réalité de la menace. Par exemple, sur l'homme qui avait remplacé Abaoud. D'ailleurs, c'était pas totalement juste, mais je parle de lui, mais sans donner d'éléments de caractérisation. Donc, il peut pas se reconnaître. Il peut pas savoir que les services travaillent sur lui. Et sur l'autre, je vais parler du fait qu'Al-Qaïda veut taper la France, mais je ne dis pas qu'il y a un commando supposé être en Europe. Là, je le raconte parce qu'en fait, ça a été raconté après dans une commission d'enquête parlementaire, et c'était il y a 6 ans, et le projet n'a jamais eu lieu. En revanche, pour le premier, là, je peux pas en dire trop, mais j'ai découvert des années après que, je vais pas dire que c'est moi qui ai empêché un attentat, ça serait bien présomptueux, mais qu'en fait, à partir de cet homme-là, dont j'avais pas révélé l'identité, les services étaient en train d'enquêter et ont réussi à déjouer un attentat qui aurait été vraisemblablement la réplique du 13 novembre. Encore une fois, ce n'est pas de moi du tout. En tout cas, j'ai évité de ne pas l'entraver, quoi. Enfin, d'entraver l'enquête. Donc c'est ça, d'utilité publique, donc pour le coup. Mais par ailleurs, je m'interdis pas de faire exactement l'inverse une autre fois. Ça s'apprécie, par exemple. Je vais essayer de le faire vite, mais moi j'ai été marqué quand je démarrais ma carrière, j'étais au Parisien, et il y avait eu cette histoire AZF, pas l'usine qui avait explosé, mais un groupe terroriste qui s'appelait AZF en référence à l'usine, qui mettait des bombes sous les réseaux ferrés du TGV qui allait à Aix-en-Provence, et qui échangeait via les petites annonces du Parisien et de Libération avec l'État pour demander une rançon de plusieurs millions d'euros. Et les journaux avaient accepté de jouer le jeu. Donc l'État a négocié, et au final, ça va s'engueuler avec les terreaux, et les terreaux vont pas passer heureusement à l'acte, ils vont disparaître dans la nature. Et moi, c'est un exemple qui m'a toujours marqué, parce que je me dis, mais attends, ça ne s'est pas fait avec l'État, mais si à un moment, les terroristes étaient passés à l'acte, qu'aurait découvert le grand public? C'est que 2 médias nationaux avaient une information sur un attentat précis, où on savait quasiment pas à l'heure, mais en tout cas on savait à peu près les lieux, la forme, et on ne l'a pas dit. Et en même temps, si on l'avait dit, on faisait aussi le jeu des terroristes en répandant la terreur. Et moi, c'est vraiment un problème qui me hante, et je m'interdis rien. C'est que je pense qu'il faut pas avoir d'idées préconçues, et on évaluera si un jour j'avais une information. Bon, il est très rare que les terroristes vous appellent en disant au fait, Mathieu, tu vas être content d'apprendre que. Mais si un jour on avait une information, on en parlerait entre nous au sein de Mediapart, comme on le fait toujours quand on a des problèmes, et on adapterait la meilleure solution. Et pour arriver sur Abominor, donc c'est l'histoire que tu voulais que moi j'avais aussi envie d'aborder. Donc il y a 2 ans de ça, je crois, on a révélé donc l'histoire d'Abominor, qui est la taupe qui a permis de déjouer 2 attentats sur le sol français, qui était un homme qui avait infiltré
en tout cas sur Internet, mais qui a été aussi un peu au contact de terroristes de l'État islamique. Et son action a été vraiment décisive. Et si on a aussi un creux dans la vague d'attentats, il y est un peu pour quelque chose. Et donc, cette histoire est absolument extraordinaire. Ça a été une histoire, c'est marrant, l'enquête a été très simple à faire. C'est que, en fait, j'ai découvert, par une conjonction assez... il y a comme ça, on a des moments magiques, de chance, ou de trucs, une série de rendez-vous où des gens me racontaient un petit bout, et un petit bout qui m'aidait à chaque fois à préciser. Et d'un seul coup, je réalise que cet Abominor, je le connaissais depuis très longtemps, sans le connaître, mais que je travaillais sur lui. C'est-à-dire que des fois, j'avais des sources qui m'avaient dit « Tiens, au fait, on a fait ça grâce à une super source humaine. » On m'avait pas dit Abominor, je savais pas que c'était lui. Et à un moment, je peux pas rentrer dans tous les détails, d'un seul coup, je comprends qu'en fait, ce bout-là de l'histoire, ce bout-là, et le puzzle s'emboîte, et c'est à un moment absolument jouissif, parce que là, c'est le fruit aussi de ton travail perso, Et donc, j'ai mon histoire très très vite. Alors après, il va falloir que je continue à travailler dessus et tout. Mais voilà, ce qui a été le plus compliqué, c'était ma crainte, c'est que je me disais, voilà, on a quelqu'un, alors en plus, vous irez lire l'article, mais c'était d'autant plus fort, surtout que le moment où on le sort, je sais plus, il y a tout un tas de débats, on doit retrouver encore nos amis façon Sifawi ou compagnie qui devaient s'énerver sur l'islam ou sur plein de choses. C'est que Abominor, c'est quelqu'un qui était un trafiquant de drogue, maghrébin, vaguement musulman, et cette personne-là, d'abord par intérêt, parce qu'il doit sortir quelqu'un de sa famille qui est dans le califat, et aussi parce que républicain, va mettre sa vie en danger, alors que il est marié, il a des enfants, donc il prend des vrais risques, pour empêcher des attentats. Et je trouvais que dans un moment où le débat s'hystérisait sur les questions de laïcité, de religion, je trouvais ça important de révéler son histoire. En même temps, j'avais cette contrainte de ne pas l'exposer lui. On a quelqu'un qui est un véritable héros. C'est pas juste parce qu'un journaliste a envie de raconter et de se faire plaisir parce qu'il va raconter une histoire que personne n'a, et puis par ailleurs qui peut correspondre avec des convictions personnelles. C'est pas suffisant pour le mettre en danger. Et donc, le plus grosse partie de mon travail, ça n'a pas été de trouver l'histoire parce que je l'avais déjà quasiment sous le nez, mais ça a été de vérifier les choses, de vérifier, je savais que ce que j'avais été juste, mais sachant que, de vérifier si je ne le mettais pas en danger sur tel ou tel point. Par exemple, il y a une scène donc, que je ne pourrais pas vous raconter, désolé, qui est extraordinaire, où il a fait un truc, mais génialissime, sauf que la personne qui en a été la cible, le djihadiste qui en a été la cible, il est mort depuis quelques années, mais il y a un autre témoin. Un autre djihadiste qui lui est bien vivant, donc si je le racontais, ça donnerait l'identité d'Abominor. Donc j'ai dû virer cet article, cette partie qui était vraiment géniale de l'article, j'ai dû la virer pour pas l'exposer. Et comment j'ai fait ça? Je savais que si j'allais voir la DGSI, les autorités, en disant je vais raconter l'histoire secrète de votre super source, aidez-moi à vérifier ce qui peut. On allait me dire non mais vous pouvez pas le sortir, c'est secret défense, machin. Et donc j'ai joué vraiment sans les institutions, et ça a été donc très très compliqué. Là aussi, je peux pas rentrer dans les détails. Ce que je peux juste vous dire, c'est qu'à la fin de l'enquête, le papier était écrit. J'ai prévenu les autorités en disant voilà, Mediapart va sortir cette histoire-là. On vous demande pas votre avis, mais sachez que on n'est pas irresponsable, on ne le met pas en danger. Y a rien qui permette de l'identifier, mais on raconte son histoire. Je sais que la DGSI était folle furieuse, a fait des bons, qu'il a même été fortement question qu'on fasse une enquête
sur moi et sur mes sources. Alors j'avais un peu prévu, anticipé le truc et voilà, je leur souhaitais bon courage. Mais c'est peut-être présomptueux en même temps. Et au final, en fait, tant c'était le PNAT aussi qui attendait la lecture avec une certaine angoisse, le Parquet national antiterroriste, pardon. Au final, ils ont vu que, on ne mettait pas en danger Abominor, et deux, effectivement, il y a eu une vague de commentaires. L'histoire a beaucoup tourné, a marqué parce que c'était un aspect complètement inconnu de ces années-là. Et le fait que justement, ça soit Monsieur Tout le Monde, Tim Agrébin dans son coin, qui a en plus quelques problèmes, qui a eu des problèmes avec la justice. Enfin non. Même pas, parce qu'en fait, il était tellement bon, la justice lui courait après, mais elle n'avait pas réussi à l'attraper quand il faisait son trafic de drogue. Ça a fait du bien à tout le monde et ça a été plutôt bénéfique à tout le monde. Donc voilà, c'est une histoire dont je suis très fier et j'aime bien la raconter aussi pour un truc, c'est que je pense qu'il y a plein de gens qui, quand ils l'ont vu, se sont dit « Ah ouais, mais suc, ça c'est la DGSI qui lui a filé tout cuit. » Non, on a été chercher ça. Vraiment, voilà, ça a été du travail de terrain et les institutions n'ont pas du tout été associées à ça. Et puis c'est en plus assez bien illustré. Je montre, il y a les illustrations d'Ulysse. Vas-y. Non, en fait, ça pue, vas-y. Non, mais en fait, j'allais juste dire ça, et qu'il y a même des gifs au milieu, et que c'est très joli, que l'article était un peu long pour que moi je vous le lise et que ce soit pas hyper chiant, mais en vrai, si vous le lisez, ça a été pour moi, je l'ai lu avant, c'était passionnant, ça se lit comme souvent, même tes articles sur les attentats, etc. du Bataclan, c'est quand même des choses qui sont dures à lire, mais où justement t'arrives à apporter des fois un peu de légèreté et des fois moins, mais vraiment très très chouette. Lisez-le, je vous le conseille 1000 fois. Je crois que il a été mis dans le chat en lien. Voilà, donc allez lire Abominor, l'histoire de la taupe française au cœur de l'État islamique. Je pense que c'est l'article dont je suis le plus fier à Mediapart, un des deux articles dont je suis le plus fier à Mediapart, avec l'enquête sur Saint-Étienne-du-Rouvray. C'est d'ailleurs les deux pendants. Il y en a un, on révèle un énorme raté des services de renseignement, et là, on révèle une énorme réussite. Donc, ça nous permet, c'est ce qu'on dit toujours à Mediapart, de tenir les deux bouts. Et là, voilà. Depuis, je fais plus rien, je me repose. C'est faux. Alors, on nous a demandé tout à l'heure dans le chat tes conseils lecture. Eh bien, ça tombe bien, Karim, car tu sauras que c'est une des traditions de cette émission, et même une séquence classique qui s'appelle Père Castor, où on va avoir les conseils culturels de notre invité Mathieu Suc. Père Castor, raconte-nous une histoire, même deux histoires. Alors, on va l'avoir dans le chat dans quelques instants. Tu nous as proposé 2 bouquins et une musique. On commence par les bouquins. Ouais. Le premier, tu as proposé L'espion et le traître. Alors, je vous ai fait une petite sélection plutôt vacances, plutôt ludique. Là, c'est en relation précisément avec ce que je fais. Donc, L'espion et le traître, c'est un journaliste anglais et historien qui travaille sur les services de renseignement, sur l'espionnage. Et donc, c'est l'histoire de la meilleure taupe qu'aient jamais eu les services de secret anglais sur le KGB, un homme qui était dans le KGB. Et il y a une histoire, je vous la spoil pas, ça se lit, c'est mieux que John le Carré, j'adore John le Carré. Tout est réel, mais c'est très très bien raconté. C'est le livre sur les services de renseignement que je rêverais d'écrire un jour. Vous pouvez ne rien connaître à ça, ne pas être intéressé par la guerre froide. Lisez ça, vous allez vous prendre une claque. C'est vraiment très très bien. Le deuxième est beaucoup plus détente. Donc c'était le Bikini de diamant. Voilà. Charles Williams. Qui est une réédition chez Gallmeister. Vous le trouvez en poche. Et ça avait été mal traduit, notamment le titre dans la série noire. C'était connu comme Fantasia chez les Ploucs. Alors, le Bikini de diamant, là, vous dites, mais mince, on n'est plus à Mediapart, qu'est-ce qui se passe? Parce que je vais vous raconter l'histoire de Chouchou Caroline, la stripteaseuse. En fait, j'ai très peur là en ce moment même. Vous avez très peur, mais je vous rassure, c'est un livre assez avant-gardiste qui remonte aux années 50 et tout est vu dans les yeux d'un enfant de 10 ans qui va avec son père passer l'été chez son oncle.
Son père et son oncle sont deux gros rednecks américains. On est au temps de la prohibition, ils distillent de l'alcool en cachette. C'est des petits marlous, et l'enfant, lui, est un enfant de 10 ans, purement innocent. Et cet été va devenir mémorable et chamboulé parce que à un moment débarque Chouchou Caroline de mémoire, et donc qui est une stripteaseuse qui vient de la grande ville, qui porte un bikini en diamant, qui a pas le temps, elle échappe à des gangsters et elle a pas le temps de s'habiller, et elle disparaît sur le domaine de son oncle et de son père. Et vous avez pu la voir, Chouchou. Chouchou, vous la voyez, on vous décrit 5 minutes ses formes affriolantes sur une page ou deux, mais après elle disparaît du livre. Je vous spoil pas la fin. Mais ce qui est intéressant et le vrai cœur, parce que là vous dites, mais attendez, on n'est plus à Mediapart. En fait, tout le sel du livre, et c'est un roman noir absolument jubilatoire et méchant et visionnaire, c'est que l'oncle et le père vont voir là une aubaine et vont faire fuiter dans les médias le fait qu'il y a une stripteaseuse en plus avec un bikini en diamant qui est perdue, que la pauvre elle est dans la forêt, qu'elle risque d'attraper froid, qu'il y a des bêtes sauvages et qu'il y a des méchants gangsters. Et d'un seul coup, tous les mecs, j'allais dire tous les mâles d'Amérique, c'est un poil exagéré, mais en tout cas de quelques États environnants, se ruent sur le domaine, et bien sûr les frangins vont faire payer la place de parking, il va y avoir des attractions qui vont arriver, ça va devenir une fête foraine, les médias sont là, on ne parle pas encore de chaîne d'information continue, et donc c'est une critique extrêmement féroce du charity business, de la presse, et c'est quelque chose de méchant, de jubilatoire, et de très léger pour l'été, c'est parfait. Passer outre l'appréhension initiale, vendu sur facture. Parce que là, il y a Satrape Mandragora qui dit, mais attendez, mais on n'est plus sur Mediapart. Non, on est chez Gallmeister. En tout cas, t'as quand même un talent pour raconter des histoires, parce que là, j'ai envie. Et tu avais aussi proposé une chanson que, évidemment, on va pas mettre parce qu'on n'a pas les droits et qu'on veut pas se faire striker par YouTube, par Twitch, etc. C'est Rebelle de Saul George. Alors, j'ai écouté dans l'après-midi, du coup, c'est vachement bien. Alors, Le Gouffre aux Chimères, très bon film sur aussi le charity business et compagnie. C'est exactement l'esprit de du bikini au diamant. Juste, donc, alors, Saul George, vous les avez peut-être déjà entendus, et c'est la bande originale d'un film, c'est La Vie aquatique, qui est une formidable comédie satire d'un faux Cousteau qui est joué par Bill Murray. Et Saul George, c'est un artiste brésilien qui va réinterpréter quelques-uns des plus beaux tubes de David Bowie, mais à sa façon. Et donc, si vous commencez à écouter et que vous me dites pas que c'est la musique idéale pour des vacances d'été, on ne se parle plus, désabonnez-vous. Mais voilà, si ça vous va pas pour que je sais pas quel sera votre programme des vacances, mais voilà, vous pouvez écouter tout l'album, c'est détente, c'est tranquille, c'est beau. Trop bien, et vraiment je conseille également parce que je l'ai entendu tout l'après-midi. Tout à l'heure dans le chat, j'ai oublié de revenir dessus, mais c'était sur notre imitateur Fabien Escalona. Il sera évidemment le 3 juillet ici même, donc sur Abonnez-vous, et je crois que ce sera Anna qui sera à la présentation. Donc c'est l'occasion, faites-lui faire l'imitation. C'est sûr. Voilà, on envoie des balles perdues pour les prochaines émissions. Et la semaine dernière, j'avais annoncé à ta place l'autre grande fan de Beyoncé, qui est Faiza Zarwala, et en fait, je m'étais trompé dans l'emploi du temps. C'est donc dans 2 semaines qu'elle vient. Donc voilà, ne vous inquiétez pas, elle arrive pour les gens qui suivent au jour le jour. Est-ce qu'il y avait d'autres questions avant qu'on termine? On a bientôt plus de temps. Tu veux que je remonte ou que je redescende? Ouais, juste redescends. Ouais, Charlevan, j'ai vu ce que tu écrivais. Alors, oui, quoi, sur Trévidic, sur ce que dit Trévidic dans Les Ombres du Bataclan. Oui. Alors, qu'il y avait des informations précises au mois d'août sur un groupe terroriste qui visait une salle de spectacle. Oui, ça c'est vrai. Tout n'est pas complètement faux dans Les Ombres du Bataclan. En revanche, voilà, cette information-là, oui, elle est judiciarisée, c'est vrai. Je suis totalement d'accord avec toi. En revanche, faut pas voir ce documentaire.
Ok, c'est bien, comme ça on a encore d'autres amis. Alors, est-ce que tu veux nous parler rapidement des enquêtes sur les autres supports? Est-ce que tu as en BD ou en documentaire? Non, toi t'as pas participé aux différentes enquêtes Non, pas, Ok. non. Très bien, et écoutez, on nous demande un emote Mathieu Sucre, j'ai pas parlé des emotes, j'oublie à chaque fois de le faire. Un emote sur la chemise de Mathieu. Les emotes, pour les gens qui le souhaitent, vous pouvez télécharger une extension pour avoir des emotes avec Edoui Plenel, Hélène Salvi, tout ça. Donc si tu es d'accord, tu auras ton propre petit emoji. Et comme celui d'Edoui là qui me harcèle depuis tout à l'heure. Exactement, et je vais même le mettre, je crois, dans le chat. J'arrive jamais à le faire, mais normalement, voilà, c'est Better TTV, c'est une petite extension. Une emote avec Tarek, en tout cas pas aujourd'hui. Quoique là, avec la lumière, on a changé un peu les réglages de lumière. En plus, on a la un lumière beau soleil change entre 19h et 21h, donc forcément, c'était un peu dans le noir. Puis là, maintenant, on a la lumière dans la tête. Mais vous le voyez pas, mais je suis plein de coups de soleil, donc tant mieux. Ce sera pas aujourd'hui qu'on va le faire. Je vais te laisser partir. Je vais finir avec mes petites annonces. Donc demain, tu nous ramènes les croissants à toute l'équipe. Et tu reviens quand tu veux. Alors, restez parce qu'une fois qu'il a terminé ses petites annonces, moi je reviens et on fait toute la nuit. Parfait. Merci pour toutes les questions. Au revoir. Hop là. Du coup, là, c'est le moment où je fais les petites annonces, mais cette semaine, il n'y en a pas énormément. Juste, je rappelle que si vous voulez lire tous les articles dont on a parlé, notamment celle que je conseille vivement, qui s'appelle Abominor, l'histoire d'une taupe française au cœur de l'État islamique, vous pouvez vous abonner, notamment gratuitement en dessous de cette vidéo si vous nous regardez directement en live sur Twitch, gratuitement, sans engagement, sans carte bleue et sans renouvellement. Donc ça, c'est quand même vachement sympa. Si vous avez jamais été abonné à Mediapart, faites-le. Abonnez-vous. Et sinon, vous pouvez également vous abonner, j'ai envie de dire traditionnellement, avec il y a différents tarifs. Un tarif pour les jeunes et les précaires, mais aussi un tarif normal et un tarif de soutien pour soutenir la presse libre. Il me reste à annoncer que ce week-end, il y a je vais mettre la caméra. Il y a le festival itinérant de Mediapart qui continue et qui sera donc cette fois-ci à Strasbourg, donc le 17 juin, avec des débats sur les retraites, la montée de l'extrême droite, les haines ordinaires et les risques au travail, avec plein de journalistes de Mediapart et de Rue 89 Strasbourg. Et une fois de plus, Jade l'a mis dans le chat. Encore merci à toi. Je dois annoncer que ce soir il y a l'émission à l'air libre que j'ai déjà annoncé au début, mais pour les gens qui nous rejoignent, sur l'affaire Marianne, du fonds Marianne, avec donc Valentine Auberti à la présentation, Hélène Salvi, Antoine Rouget de Mediapart, mais aussi Dominique Sopo et Daniel Obono. Donc n'hésitez pas à aller regarder le replay. Voilà, vous pouvez retrouver cette émission la semaine prochaine avec Anna et Maxime Lefebvre qui est aux ressources humaines de Mediapart. Et ils parleront de recrutement, de diversité, de parité et de conditions de travail dans un journal indépendant. Si c'est trop fort, de toute façon c'est fini, hein. On va s'arrêter là, je vais me coucher. J'espère que la musique est pas trop forte. Si, vous l'entendez toujours, je ne sais pas. Bon, c'est pas très grave. Donc je disais que la semaine prochaine, vous retrouvez Anna et Maxime Lefebvre qui est au service RH de Mediapart et sur comment recruter dans la diversité, la parité, etc. à Mediapart, les conditions de travail, parce que il y a évidemment des journalistes, mais qui sont également des salariés et des gens qui sont salariés. Bref, ce sera passionnant. Voilà, je vous dis au revoir et je vous dis à la semaine prochaine.